OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous, mes chers amis, et bienvenue dans la zone parallèle. Et pour débuter l'émission en studio, Manon Derry est avec nous. Bonjour Manon. Bonjour Carole. Ça va bien Manon? Ça va très bien, merci. Je sens qu'on va avoir une émission assez spéciale. Hein? Oui. Tenez bien votre truc, tout le monde. Mais je vous rappelle avant tout que tout ce qui est dit en ondes venant de nos invités ou nous-mêmes sont souvent des théories selon nos recherches. Il y a des affirmations, des preuves qui peuvent être mises aussi sur notre page Zone Parallèle pour appuyer nos dires. Mais on peut trouver plein de trucs aussi sur Internet, mais des sites vraiment intéressants, des vrais, ce qu'on parle des vraies affaires. Et que c'est pas du fake, en fait de compte. Mais on vous laisse le choix de croire à tout ce qui peut être dit ici, que ce soit vrai ou faux. Mais en principe, j'essaie de pas passer des affaires fake, moi. Quand vient le temps pour l'émission, j'essaie de passer du vrai, avec du vrai monde, puis des vraies affaires. Mais c'est sûr qu'avec la technologie d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus ambigu, c'est un petit peu plus difficile de découvrir le vrai du faux. Mais effectivement, tes recherches que tu fais, je pense que là-dessus, le faux, il passe pas tout droit, comme on dit. Non, effectivement. Puis j'essaie de passer du vrai monde crédible, la crédibilité. Puis pas parce que c'est JMD me laisse la chance et la parole, le droit de parole, que tout le monde va penser ce que je pense. En fait, on n'est pas toutes nécessairement, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, chacun a le droit à son opinion. Mais c'est pas parce que je dis quelque chose que ça veut dire que j'ai la vérité, la science infuse, comme tu me disais tantôt justement avant l'émission. Mais bref, on va voir quelque chose d'assez particulier aujourd'hui qui a rapport à ce que je viens de dire parce que on est présentement avec mon ami Philippe Emmanuel Faure. Bonjour Philippe. Salut Carole. Ça va bien? T'es toujours là? Parce que ça a fait comme un grichement. Oui. OK. Oui. Je suis là. Salut, Carole. OK. Philippe, tu es enquêteur de MUFON depuis quand même un bon bout de temps. C'est toi aussi, comme je rappelle, parce que je t'ai déjà reçu à l'émission. Et je rappelle que c'est toi qui es l'enquêteur en chef, celui qui s'occupe de tout ce qui est avec la place Bonaventure qui s'est passée en novembre 90, si je ne me trompe pas. Exactement, le 7 novembre 1990. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier et j'aimerais ça, justement, tu as apparemment un témoin avec toi en ce moment qu'on appelle Patrick. Est-ce que je me trompe? Est-ce que Patrick est là? Oui, je suis là. Bon, ça va bien, Patrick? Ça va très bien, et vous? Bien sûr. Je sais ça va être assez difficile. On va essayer de pas trop tous se parler en même temps parce qu'on est trois sur la même ligne en ce moment. Grâce à Philippe Emmanuel, parce qu'ici, j'ai essayé de faire des trucs comme ça, puis je pense que je connais pas encore assez le système à la radio pour ça. Donc, Philippe, qu'est-ce que tu as à nous dire aussi de plus, comme à rapport justement à ton témoignage, ce témoignage-là? Y a-t-il quelque chose qui est sorti dernièrement qui n'a pas vraiment été dit ou... Oui, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est durant l'enquête que j'ai menée, que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, j'ai rencontré des nouveaux témoins et Patrick est un des témoins que j'ai rencontré. J'ai fait une petite vidéo que j'avais mise sur YouTube et c'est un témoin extrêmement intéressant et crédible, un témoin qui n'avait pas été rencontré à l'époque. Donc en première partie, on va laisser Patrick un peu nous expliquer ce qu'il a vu parce que il va vous le dire, lui il était à l'hôtel Bonaventure, il travaillait, il a vu le phénomène très tôt. Okay. Il va nous raconter tout ça. Et après ça, moi j'aimerais faire le point sur ce qui a été dit récemment sur ce phénomène oui. de la place Bonaventure du 7 novembre 90 et qui a été dit en ondes d'une autre radio. Et je
je veux vraiment apporter les correctifs ou mettre les points sur les i parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui sont absolument fausses ou qui ne tiennent pas la route ou qui ont été mal dites et je veux vraiment faire le point là-dessus. Et donc ça, ce sera un peu plus tard et ça va être très intéressant et j'ai même aussi une petite capsule d'un ufologue que j'ai finalement réussi à rencontrer mais à qui j'ai réussi à parler pendant un bon moment, François Bourbeau, que tu connais d'ailleurs. Oui. On l'a reçu ici, d'ailleurs. J'avais échangé avec lui par email, mais jamais de vive voix. J'ai eu la chance de lui parler l'autre jour. Et il m'a dit des choses que je trouve extrêmement intéressantes et que je vais aussi, et qui touchent l'OVNI de la place Bonaventure et que je partagerai avec vous aujourd'hui. Parfait, OK. Alors, Patrick, Patrick, excuse-moi, j'ai la voix un petit peu rhumée. Patrick, donc, toi, tu étais un employé de la place Bonaventure? Non, à l'hôtel? J'étais un employé de l'hôtel. J'étais serveur à la salle à manger. OK. Ce soir-là. OK. Oui. Raconte-nous. Donc, écoutez, c'est qu'en premier, vous savez, à l'hôtel, on a une piscine extérieure à ciel ouvert. Et c'est chauffé, c'est une piscine chauffée, donc elle est ouverte à l'année. OK. Donc, qu'à un moment donné, c'est ça, il y avait des gens qui se baignaient dans la piscine et ils ont avisé la sauveteur là, qu'il y avait quelque chose en haut dans le ciel. Mm-hmm. Donc, la lave-garde, elle a constaté qu'il y avait un objet, donc elle a appelé la direction, la réception, pour dire qu'il y avait quelque chose. Et là, les gens arrivaient à la piscine, puis ils commençaient à regarder. Et là, j'avais le maître d'hôtel à l'époque à la salle à manger qui s'en va voir, puis qui vient nous voir, nous dire qu'il y avait un objet dans le ciel. Donc, j'étais un peu plus curieux. Donc, je suis sorti pour aller voir qu'est-ce que c'était. À ce moment-là, on devait être à peu près une vingtaine de personnes à l'extérieur qui regardaient l'objet. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit que l'objet avait monté un peu plus haut, que quand ils l'ont vu arriver, il était plus bas, mais qu'il a monté un peu plus haut. Donc, il était directement en haut de la piscine. Là. Donc, ce que tu me dis là, c'est que la première fois que la personne l'a vu, il disait que c'était à tel endroit et qu'à un moment donné, ce truc-là a monté un peu plus haut en altitude, c'est ça? Oui. Et puis, je vous dirais qu'une fois qu'il a monté en altitude, il est demeuré là plusieurs heures, là, sans bouger. OK. Fixe. Mais est-ce que tu es resté là presque tout le long jusqu'à temps que ça disparaisse? Non, écoutez, moi, je travaillais, hein, donc je rentrais à l'intérieur du restaurant, servir les clients. Je ressortais quand j'avais quelques minutes, puis je faisais le va-et-vient, mais je parlais avec les gens qui étaient là quand même. OK. J'ai parlé avec un pilote d'Air Canada qui était à côté de moi, puis on échangeait là, sur l'objet. Là. Ah oui? Et, ce qu'il me disait, c'est que lui, c'est pas la première fois qu'il en voyait un. Là. T'es-tu sérieux? Oui. Il m'a même dit que eux, les pilotes, quand ils sont engagés, ils signent un papier comme quoi qu'ils vont pas dire ce qu'ils voient dans le ciel là, pour éviter là, de mettre la compagnie en problème. Donc, ils signent confidentialité là, mais que lui, il m'a dit qu'il en avait déjà vu, là, mais que s'il disait que celui-là, c'était il appelle ça un mothership, là. Oui, c'était un gros objet. Oh, donc le pilote d'avion l'a vu lui aussi et il confirme que c'était un vaisseau mère, c'est ça? Il est à côté de moi à la piscine, là, parce que lui, il venait d'atterrir à l'époque, c'était Dorval, là. OK, oui. Il avait atterri à Dorval. Hop, on vient de perdre la communication. Je pense qu'on a perdu Patrick. Donc, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que on va rester terre à terre et on va s'imaginer que c'est une erreur de... Je ne sais pas ce qui s'est passé, Carole. C'est donc bien drôle. Hey, son cellulaire a-t-il été coupé ou il est rentré dans une zone parallèle? Je ne sais pas, là. Donc, je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent. Je vais quand même dire que Patrick, il y a une interview de Patrick sur YouTube où il explique en détail. Donc, en gros, Patrick, il était là et il a vu l'observation. C'est vraiment dommage, à Carole. Peut-être qu'à la pause, on essaiera de retourner le chercher. Oui. Mais comme là, on fait l'appel conférence à 3, là, j'ai aucun moyen de retourner le chercher. OK, oui, on fera ça. Et puis, donc peut-être qu'on pourra le laisser continuer son histoire. Mais ce qui est dommage, c'est que
Patrick est un des témoins qui a entendu les fameux avions de chasse, parce qu'il y a toute une polémique sur les avions de chasse. Oui, justement. Et lui, il les a entendus passer, et il les a entendus à plusieurs reprises. OK. Et je me souviens, quand je lui avais parlé, je lui ai dit, mais êtes-vous sûr que c'était des avions de chasse? Et il me dit, moi j'habite à côté d'une base militaire où les avions décollent, là je pense que c'est Saint-Hubert, et quand on en entend des avions de chasse, le son est très significatif et caractéristique, et on ne peut pas se tromper. Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que quand j'entends des avions de chasse passer, ça arrive de temps en temps, on ne peut pas se tromper. Non, ben c'est sûr. Donc, il y avait, parce qu'à l'époque, c'était le sergent Masson qui en avait parlé. Et là, je trouve ça regrettable. Et je vais peut-être accélérer ma chronique, mais je trouve ça regrettable, je vais le dire, là, que Christian Page puisse aller dire en ondes que monsieur Masson commence à divaguer et qu'il embellit l'histoire et que c'est des fantasmes. Et je trouve ça malheureux parce que il a rencontré ce témoin, il l'a fait participer à son émission, il lui a donné beaucoup de crédibilité, et dans différents articles qu'il a écrits à l'époque, notamment son livre L'enquêteur du paranormal, ou même un article qu'il avait écrit pour le MUFON Québec, il parle à quel point la qualité des témoins, et c'est ça, des gens qui sont entraînés, pour quelques années plus tard, ridiculiser M. Masson en disant qu'il a fantasmé. Et que lui a contacté la base militaire et qu'ils ont confirmé qu'il n'y avait pas eu d'avion, et donc comme ils ont confirmé qu'il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu d'avion. Mais moi, si je me fie à ce que M. Page, et puis là je me fie à ce que lui a écrit dans son livre, okay. J'invente. Ah, attends, j'ai un appelant. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je vais essayer de voir. Non, je peux pas le prendre. Est-ce que je peux le prendre? Je peux essayer de le prendre 2 minutes? Sais-tu, regarde, ce qu'on peut faire, je vais jaser avec Manon, on va raccrocher, réessaye au pire, on va tout de suite réessayer. Je prends l'appel, ouais, je réessaye. Parfait, à tantôt. Je suis désolé. Pas de problème. C'est vraiment intéressant, le témoignage de Patrick. Patrick ou Patrice? Patrick. Patrick. Disons que c'est quelque chose, là. S'il a entendu les... J'espère que sa raison... Les avions d'armée, là. J'espère sérieusement, sincèrement, que la raison de l'arrêt de son appel soit due à une mauvaise zone où ce que le cellulaire ne prend pas. Parce que sinon, ça fait douteux en tabarouette. Oui, c'est là. vrai que ça fait douteux. Surtout que la semaine passée, on a vécu quelque chose d'assez spécial. Nous autres aussi, ici. Oui, c'est de communication. Oui, exactement. On parlait avec justement avec Gilles Durand, puis c'est arrivé, la même chose est arrivée. C'est que la ligne coupe pour entendre une musique. Oui. Mais ça, c'est la première fois que ça arrivait. Là. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un d'autre en studio, là, mais moi ici, c'est la première fois. Mais c'est pas la première fois, par contre, que quand je parle avec quelqu'un et qu'on parle d'OVNI ou de tout ce qui peut être inexpliqué, qu'on a quelque chose à dire, c'est immanquable. Souvent de fois, j'ai eu des problèmes avec ma ligne téléphonique moi-même chez nous avec ça. Je comprends juste pas pourquoi que c'est... Il faut croire qu'on a un gros œil qui nous regarde d'en haut à quelque part, là. Un gros œil vert, un gros œil... Comment est-ce qu'on appelle ça, donc, l'œil? L'œil, est-ce qu'il appelle l'œil de Dieu, tu parles? Non. L'œil de l'univers? Non, du gouvernement puis tout qui est watch, là. Ah, OK. Ça, c'est ça. Quand je cherche les mots, je trouve ça bien le fun. Ça donne que moi aussi, je cherche les miens, ça va pas bien. Mon Dieu, j'espère qu'il va réussir. Ah, je pense qu'il ne nous bouge pas. On va essayer, voir. OK. Est-ce que tu es là? Moi aussi, j'ai été déconnecté. La ligne m'a coupé dessus. Ah oui? Quoi? Patrick, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, et ben voilà, te revoilà. C'est vrai. J'espère que c'est parce que tu étais dans une zone où il n'y avait pas de signal, parce que sinon, j'ai des doutes. Mais mon téléphone a été déconnecté aussi. Hein, ça m'a raccroché dessus, j'ai rien fait. C'est donc J'ai été obligé de rappeler, là. Hey, je te dis, il y a un œil qui nous watch. Ouais, c'est ça. On est surveillé de près. OK, bon, ben, j'étais avec le pilote, puis il me disait que c'était un mothership. Puis là, je lui ai posé la question, j'ai dit, c'est gros comment ça? Parce que je dis, il était quand même pas mal là. Il m'a dit qu'il était au moins plus de 10 000 pieds là, d'altitude. Puis que selon lui, au niveau du sol, là, ça aurait fait plus qu'1 kilomètre, là, le diamètre. Oh!
Mais c'était impressionnant, là, l'objet. On voyait au centre, on voyait qu'il y avait une forme, là, rond ou ovale, là, dépendamment peut-être de l'angle, là. Mais au centre, on voyait qu'il y avait une lumière blanche, mais pas une lumière blanche aveuglante, c'était plus comme crémeuse, comme si c'était la propulsion ou l'énergie qui la maintenait là. Puis, alentour de ce rond-là, il y avait des lumières, là. OK. Différentes couleurs. Moi, j'ai vu des bleus, des jaunes puis des vertes, là. Ah oui? T'es pas le premier qui me dit ça, qu'il y avait des lumières bleues aussi. Les avions, on s'entend qu'il n'y en a pas de lumière bleue après ça. Non. C'est Les hélicoptères non Oui, plus. mais c'était... et même à un moment donné, je vous dirais qu'on a vu comme des faisceaux de lumière horizontales de l'objet, comme si c'était des, je sais pas, mais des écoutilles ou des portes qui avaient ouvert là pour... on voyait de la lumière qui éclairait là, sur les côtés, là, comme des faisceaux, là. OK. Ils étaient de couleur blanche, ces faisceaux-là? Écoutez, j'ai de la misère à vous entendre. Est-ce qu'ils étaient de couleur blanche, les faisceaux? Y avait-il une couleur particulière? Ben, les rayons qu'on voyait sur l'horizontale? Oui. Oui, mais c'était une lumière, là, comme si c'était comme blanc, là. OK. Comme une lumière blanche, comme si on avait ouvert une porte et qu'il y avait de la lumière qui sortait de la porte, là. OK. Mais dis-moi donc, j'ai une question qui m'a été posée par Jean-François qui coanime parfois. Il coanime avec nous, mais là, il ne peut pas être avec nous au téléphone. Mais il m'a texté une question à te demander. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait une réception pour un mariage? Lui, il parle d'un mariage juif, mais moi, j'ai entendu parler chinois. Fait que, je sais pas. Est-ce qu'il y avait... écoutez, ça, c'est au niveau des banquets où il y avait une réception. Mais je peux pas vous dire c'était quoi. Moi, je travaillais en salle à manger de l'hôtel, donc je servais les clients de l'hôtel. Mais la réception en bas, c'est plus au niveau des banquets, c'est plus bas là, que notre restaurant. Et puis oui, il y avait une réception, mais je peux pas vous dire qui était là. Est-ce que tu peux me dire si tu as vu autre personne prendre des photos que le supposé seulement, uniquement, comme selon ce qu'ils disent, le journaliste qui était là sur place? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris des photos? Écoutez, on se parlait beaucoup, là, les gens en haut, puis on a essayé de trouver des appareils photos pour prendre ça, parce qu'à l'époque, les cellulaires n'existaient pas, là. Non, c'est vrai. On n'en trouvait pas. Mais moi, j'ai pas vu personne d'autre que le journaliste quand il est venu prendre une photo. Mais quand le journaliste est venu prendre une photo, ben là, c'était tout nuageux, là. On voyait presque plus rien, là. On voyait juste le rond, comme je vous disais, le rond laiteux, là, au centre. OK. S'il serait venu 1 heure avant, il aurait vu beaucoup mieux l'objet. Quand il est arrivé, c'était tout nuageux. Même, il commençait à avoir des flocons de neige, là. Mais, ah oui? Philippe, tantôt, il nous a parlé des avions de chasse que tu aurais vus. Est-ce que tu en as vu combien exactement? Entendu. Entendu. OK. Donc, on ne peut pas savoir le nombre d'avions de chasse qu'il pouvait y avoir dans les environs, d'après le son? Il y en avait plus qu'un sûrement? On a-tu encore perdu Patrick? T'es toujours là? Oui, je suis toujours là, mais j'ai de la misère à entendre l'animatrice. En fait, Carole voulait savoir si tu avais entendu des avions de chasse quand tu avais été sur le toit de l'hôtel. Écoutez, il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'il avait communiqué avec l'armée puis qui a envoyé des F-16 de Bagotville, là. Mais je les ai entendus, oui. J'ai entendu les F-16 qui passaient en haut, là. Ah oui? C'était nuageux, hein. Fait qu'on faisait juste entendre les avions qui passaient, là. Mais c'était vraiment des jets, là, des F-16, là. Oh, oui. En tout cas, c'était des avions de l'armée là, qui passaient en haut. Donc, tu as entendu vraiment le son de ces appareils-là passer, mais vous ne les voyez pas parce que maintenant, là, il y avait la couche nuageuse qui était... C'est ça. OK. Puis j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que à l'entrevue, l'autre jour que Christian Page donnait sur ça, il y a des auditeurs qui connaissent Patrick par l'interview de YouTube et qui ont posé des questions en disant mais il n'y a pas juste Masson qui a entendu les avions, il y a Patrick qui l'a entendu, et là il dit en nombre, ça change rien. Il dit, et puis là je paraphrase, hein, même s'il y avait eu 20 autres personnes, ça change rien. Il dit les militaires ont confirmé qu'ils n'avaient pas envoyé d'avion. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que il dit que les militaires n'ont pas confirmé. Et quand on lit
l'enquêteur du paranormal OVNI au-dessus de Montréal, et que Monsieur Page parle de l'armée, ce qu'il dit, c'est que l'armée, alors voilà, je vais dire exactement ce qu'il dit. Il dit, l'armée est censée me dire, alors ils allaient vérifier auprès de ses supérieurs et me rappeler quand Christian Page avait mentionné qu'il y avait un sergent de la police de Montréal qui disait qu'il y avait des avions. Et il finit en disant, j'attends toujours son appel. Alors Monsieur Page a passé un coup de fil à l'armée qui lui a dit qu'on allait lui revenir. Il attend toujours son appel et en ondes, il dit qu'il a recherché et que l'armée lui a confirmé qu'il n'y avait pas d'avion de chasse qui avait été envoyé. Alors moi je me pose la question, alors qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire ce que M. Page écrit dans ses livres et descend dans ses livres, ou est-ce que je dois croire ce qu'il dit à la radio? Okay. Parce que la seule personne qui a enquêté réellement sur l'armée, moi j'ai essayé et j'ai fait chou blanc parce que j'ai encore essayé cette semaine. J'ai contacté la Défense nationale, j'ai contacté l'armée, ils m'envoient aux archives à Ottawa, les archives à Ottawa me renvoient à l'armée, on tourne après notre queue et c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. La seule personne qui a réussi réellement à avoir un contact avec l'armée, c'est François Bourbeau. Okay. Et François Bourbeau ne s'est jamais cassé de ça, il avait dit à l'époque, à tout le monde en parle, et il me l'a dit à moi, au téléphone l'autre jour, et il m'a donné assez de... Puis là, je ne commencerai pas, j'ai pas trop envie de parler des preuves qu'il m'a données, parce que je préfère lui laisser le soin de le dire s'il a envie de le dire, et puis j'espère qu'il me le dira à un moment donné publiquement. Mais il m'a donné assez de preuves, et pour que je le croie, qu'il y a des avions qui ont été envoyés, cette fameuse soirée-là, des photos ont été prises, et la seule chose qui ne peut pas confirmer et qui n'a pas été confirmée, c'est qu'est-ce que ces résultats de photos-là ont donné. Donc on ne sait pas, et je pense même que M. Bourbeau ne le sait pas lui-même, ou s'il le sait, il ne me l'a pas dit. Et donc ça a été confirmé. Et M. Page, il le sait très bien tout ça, et je trouve ça regrettable qu'il n'en parle pas. Parce qu'il connaît François Bourbeau, il n'en parle jamais, et à chaque fois qu'on parle des avions de chasse, il ne mentionne que Robert Masson, pour le traiter finalement d'illuminé et de quelqu'un qui fantasme et qui veut embellir son histoire quelques années plus tard. Ben voyons, si j'étais à la place de Robert Masson, je serais extrêmement fâché en tant qu'ancien sergent de la police et ancien témoin pour M. Page de me faire traiter comme ça quelques années plus tard publiquement. Voilà. Si c'est comme ça que M. Page traite ses témoins, il y en aura plus beaucoup des témoins qui vont lui parler là. Ben, c'est clair, parce que je sais pas, on dirait comme on change d'idée comme on change de chemise, là, comme c'est là les choses. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que justement tu sais, quand tu fais une enquête à quelque part et que tu as tous les éléments, qu'est-ce qui a fait que l'autre change? Est-ce qu'il doit se fermer? Est-ce qu'il a peur? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il agirait comme ça. Je sais pas, mais c'est important c'est important parce que on va revenir sur ça, sur la crédibilité des témoins, parce que M. Page, il se sert souvent de ça pour discréditer ou pas des témoins. Et moi, tout a commencé parce que j'ai rencontré pendant plusieurs heures Christian Page, à l'époque où j'ai commencé l'enquête. Justement. Et à un moment, il me dit à moi, oui, mais mon enquête a été financée par Bernard Guénette. Et l'autre jour, à la radio, pendant qu'il commence, il dit, et en passant, il y a un ufologue qui dit dans ses conférences, et il fait référence à moi, que il dit que j'ai été financé par Guénette. Il dit là, c'est pas vrai du tout, j'ai jamais été financé par Guénette et compagnie. Là, moi, j'ai un ami, et c'est un ami, Alexandre Massé, d'ailleurs, que je salue, qui est un passionné d'ufologie, qui est grâce à lui que j'ai retrouvé Bernard Guénette, parce qu'il a fait, il faudrait un moment, je vais juste faire la parenthèse, il voulait tellement qu'on le retrouve parce qu'il était injoignable, et Christian Page savait très bien que j'aurais du mal à le trouver, donc il pouvait me dire ce qu'il voulait. Mais Alexandre, ce qu'il a fait, c'est qu'il connaissait quelqu'un qui était déjà allé chez Bernard Guénette, et il a contacté son ami, et par Google Maps, il a demandé à son ami de se souvenir, et tranquillement, ils ont fait comme s'ils étaient un avion, à essayer de retrouver la maison, et à un moment donné, son ami a dit, c'est cette maison-là. Alexandre est rentré dans son auto, il est allé directement à la maison, il a sonné à la porte, et Bernard Guénette est apparu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer en contact avec Bernard Guénette, qui m'a dit, jamais je n'ai financé
cette enquête-là. Est-ce que M. Page, quand je lui ai dit ça, il me dit j'ai jamais dit ça et compagnie. D'accord, ça reste là. Et évidemment, M. Page, sur sa page Facebook, mon même ami Alexandre m'appelle et me dit tu devrais aller sur la page Facebook de Christian Page parce que là, il parle de l'homme de Bonaventure et il dit toutes sortes de choses qui sont fausses. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. J'ai créé un compte Facebook juste pour aller voir et laisser des commentaires. Oui. M. Page a effacé tous mes commentaires. À chaque fois que je les mettais, il les effaçait. Ah oui? Il les effaçait. Et là, je lui ai envoyé un email. Je lui ai dit, monsieur Page, et un des commentaires que j'ai laissé, j'ai dit aux gens, allez voir les contradictions de monsieur Page, qui dit qu'il n'a jamais été financé par Bernard Guénet, parce qu'il ne l'a pas dit juste à moi. Il l'a dit à un journaliste du nom de Simon Leduc, pour le journal Le Prince Arthur Hérald, le 12 février 2015. Il y avait un bel article sur Internet, où monsieur Page dit, et là je vous le lis, j'ai l'article dans les mains. Ah, vas-y. Vers 23h, j'arrive sur les lieux pour colliger l'information et rapporter les témoignages des gens et de la police. Ce soir-là, j'ai rencontré un riche homme d'affaires qui a eu la chance d'observer l'objet mystérieux. Monsieur Bernard Guénet est un amateur de phénomènes paranormaux et il a accepté de financer mon enquête afin d'aller au fond des choses. Oh. Avec son aide financière, j'ai pu faire une véritable investigation. Je viens de préciser, on a fait analyser les photos. Alors, il n'a jamais fait analyser les photos, c'est pas lui qui a fait analyser les photos, c'est Bernard Guénet. OK. Moi, je laisse ça, mais ça ne s'arrête pas là. Et je veux le dire parce que je trouve ça s'arrête pas là, Carole. Je mets ce commentaire-là sur Facebook pour dire aux gens, avec le lien de l'article, et je dis aux gens, allez voir vous-même l'article, ne me croyez pas sur Carole. Oh, ben, cadon. Et je vais te dire ce qui s'est passé. Oui. Il a effacé tous ses posts, car au lieu d'effacer mes commentaires, il a enlevé son post de Facebook, donc plus de posts par rapport à la place Bonaventure. Ah. Et le lendemain matin, il était, je ne sais plus quelle heure, mais le lendemain matin, vers 9h, 10h, l'article, il n'est plus disponible sur Internet, il a été effacé par son auteur, Simon Leduc. Je contacte Christian Page en lui disant, vous me donnez raison quand je vous dis que vous êtes de mauvaise foi et que vous dites des choses et vous vous contredisez parce que comment ça se fait que l'article n'est plus disponible sur Internet? Et il me répond, monsieur Simon Leduc a retiré son article, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il m'avait mal cité. Bon, ça lui a pris 3 ans et demi pour se rendre compte qu'il avait mal cité le jour même où je dis aux gens d'aller voir l'article. Non, mais ça sonne bizarre parce que moi, je l'aurais su dès que l'article serait sorti. Je l'aurais dit. Wow, c'est pas ça que j'ai dit. Attends pas 3 ans, voyons. Ça me fait penser aux pertes de connexion, ça. Il y a un an et demi, je l'ai dit à monsieur Page, je lui ai même donné l'article, et lui, il a cru que j'allais garder ça comme ça, et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Mais comme je l'ai rendu public et j'ai dit à tout le monde, allez voir, il a fait retirer l'article, et j'ai contacté Simon Leduc, qui ne retourne pas ni mes appels, ni mes emails, pour lui dire, vous pouvez me justifier pourquoi vous avez retiré, et évidemment, j'ai pas de réponse. Donc, comment voulez-vous, moi, que je puisse donner la crédibilité à quelqu'un qui fait ce genre de choses? C'est clair. J'ai presque envie de dire qu'il ment. Hein, je ne le ferai pas. Je vais laisser les auditeurs faire leur propre jugement. C'est clair. Voilà. Voilà, ça c'est dit pour. Donc c'est quand même important de le dire parce que M. Page il dit toutes sortes de choses. Il veut discréditer Robert Masson et puis la théorie des piliers de lumière génitaux. Quand il emmène la théorie à tout le monde, il dit. Alors je vous pose la question à toi Patrick et à toi Carole. Si je vous dis, il y a des hypothèses ont été émises par des chercheurs européens. Okay. Quand je vous dis des chercheurs européens, qu'est-ce qui vous vient en tête, vous? Tu veux dire, s'il y a une hypothèse... Sur l'histoire du Bonaventure? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est parce que là, M. Page, il dit en nom des nouvelles hypothèses ont été émises par des chercheurs européens. Moi, si on me dit chercheurs européens, des hypothèses, je vais penser à des météorologues, à des astrophysiciens, peu importe. C'est à ça. Les chercheurs européens, alors j'aime bien comme il essaie d'augmenter la crédibilité de ces chercheurs-là, ce sont 2 sceptiques reconnus, un sceptique français et un sceptique belge, qui sont reconnus pour leur scepticisme de l'ufologie. Ils ne font que démonter les cas, comme la vague de l'OVNI belge, la vague française en 90 du 5 novembre. Il ne faut que démonter. Et ça, M. Page, avant de parler, il parle d'hypothèses de chercheurs européens. Mais c'est scandaleux. Il ne peut pas faire ça.
Mais pourquoi aller chercher ailleurs quand on les a tous ici, ces chercheurs-là? Eux, les chercheurs, ne sont pas sur place. Mais je pense que les gens ne prennent pas compte des témoignages. Et il y en a des centaines, sinon des milliers de témoignages. Là. Mais exactement. Et ce qui est en plus, ce qui me fâche, c'est que M. Page il est constamment en train de dénigrer, bon, en tout cas les météorologues et compagnie. Et encore une fois, je cite ce que lui dit dans ses propres écrits, et je lis là à l'instant. Inutile, là il parle des météorologues, des astronomes, et il dit « Inutile de dire qu'aucun de ces intervenants n'a jamais pris le temps de discuter avec les témoins ni de consulter les rapports de la police. » Et voilà. Et il rajoute « Si ces grandes gueules avaient fait preuve d'un minimum d'éthique professionnelle, ils auraient vite découvert que les lumières statiques et patati et continue. » Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que les gens qui ont fait des commentaires sur la place Bonaventure à l'époque, les réflexions lumineuses, les aurores boréales, ou le truc qui ont parlé à aucun témoin. Et son fameux chercheur français, Robert Alessandri, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est resté dans son salon à Marseille. Il a fait une belle théorie sur les cristaux de glace, et je reviendrai là-dessus. Justement, moi aussi, c'était ma prochaine chose que je voulais te dire. Et il a parlé à personne. Et il a parlé à aucun témoin. Et là, on a un Christian Page qui se sert de ce bonhomme-là en le mettant à l'avant-scène de chercheurs européens, qui n'a jamais parlé à aucun témoin, alors que M. Page critique lui-même dans ses écrits les gens qui avancent des théories sans parler aux témoins. Alors, M. Page, il faut absolument que vous ajustiez vos flûtes. Absolument. Ben c'est clair, c'est parce que là, il va se fier parce que, oh, pardon, c'est un scientifique. Monsieur est scientifique, donc monsieur a peut-être plus raison qu'un autre. Sauf que le monsieur Exactement. En question, le monsieur scientifique, il était pas là. Il était pas sur place. Il peut pas témoigner pour dire qu'il a vu. Il a rien vu. Puis ça, c'est pareil comme l'histoire des cristaux de glace que je voulais justement parler avec Patrick. Patrick, tu dis qu'il a tombé des petits flocons de neige. Donc, si, selon toi, parce que la théorie des flocons de glace serait peut-être aussi... ils disent que ça serait dû à la glace dans le ciel. Mais toi, est-ce que tu as vu l'engin en question? Ben oui, écoutez... Même à un moment donné, ils ont été fermés les lumières du mine de la Gauchetière parce qu'il était en construction. Oui, effectivement. C'est pas un reflet. Et puis, on voyait tout l'objet. L'objet est resté là pendant 2... Écoutez, j'ai pas inventé quoi que ce soit, là. Ah, je te crois. J'ai vu, là. Je te crois. J'ai vu qu'il y avait un objet là, qui était immense. Puis c'est même le pilote d'Air Canada qui me l'a confirmé. Écoutez, je peux pas dire que c'était des aurores boréales. J'en ai déjà vu des aurores boréales. C'est pas ça du tout, là. Non, puis au-dessus de Montréal... Ça bouge pas, là. Non. C'était là pendant plusieurs heures, là. OK. Est-ce que je peux rajouter... J'aimerais ça rajouter quelque chose, si tu permets, Carole, sur les cristaux de glace. Oui. Déjà, il faut dire que les cristaux de glace, les conditions en général pour la formation de cristaux de glace, quand on regarde la littérature, voilà ce qui ressort. Les cristaux de glace qui sont requis, des cristaux de glace plats qui sont requis pour les piliers lumineux, sont en général, et en fait tout le temps, par des temps de grand froid, par des temps dégagés, mais c'est surtout du temps très très froid. Et quand on regarde les photos qui ont été prises de ce phénomène, c'est toujours en hiver et des temps très froids. Monsieur Page, il dit les conditions étaient idéales, et il dit ça comme Robert Alessandri, les conditions étaient idéales. Mais ils se sont servis des travaux d'un certain Kenneth Liebrecht, qui est un scientifique américain, qui est le spécialiste des cristaux de glace, qui a écrit au moins 3 livres sur les cristaux de glace, qui explique... Alors, ils ont pris son tableau de formation de cristaux de glace pour dire, voilà, à partir de ce tableau-là, je peux vous dire que les cristaux de glace peuvent se former entre 0 et moins 3 degrés. Et comme c'est la température qui se faisait ce soir-là, il y avait des cristaux de glace. J'ai dit à Robert Alessandri, avant qu'il passe en ondes, parce que lui avait dit sur son site, je ne suis pas un spécialiste, et ça c'est lui qui dit, je ne fais chercher qu'une explication raisonnable aux difficultés posées. Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de ces phénomènes, et il serait intéressant qu'un météorologue connaissant bien le phénomène nous dise ce qu'il en pense. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai contacté ce fameux monsieur Liebrecht, je lui ai donné les conditions météorologiques qui étaient présentes ce soir-là à Montréal, et je lui ai demandé, monsieur Liebrecht, est-ce que oui ou non on peut avoir des cristaux de glace là pour la formation
qui sont nécessaires pour l'épidémie de lumière. Sa réponse a été non, la température n'était pas assez froide pour qu'on ait des cristaux de glace qui soient parfaitement plats. Parfaitement plat, c'est la condition requise pour des piliers de lumière zénithaux. Monsieur Page le sait très bien, je lui ai dit donner cette information, je lui ai dit à Robert Alessandri et ils ne l'ont jamais emmené en ondes. C'est ça qui me fâche. C'est qu'ils font croire qu'ils veulent des nouvelles preuves et qu'ils sont prêts à être ouverts à ça. Et quand on leur en donne, j'aurais même dit contacter même Librel, vous vous servez de ces travaux et vous vous en servez mal. Donc, il a fait entendre seulement ce qu'il voulait faire entendre, mais non la vérité par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un... Ah, ça, c'est fâchant. Colin. Hey, les gars, va falloir qu'on prenne... Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur les cristaux de glace? Oui. Faites ça vite, on va faire une petite pause au pire, à moins que tu me le réserves. Oui, parce que les lumières qu'on voyait de l'objet n'étaient pas verticales, c'était horizontales. En donc, plus. c'était pas des colonnes. C'était pas de haut en bas, c'était chaque côté. Ah, ben là... C'est un excellent point, Patrick. Ça change tout, ça, parce que, regarde... Oui, c'est ça que j'ai vu, moi. C'est de gauche à droite, c'est pas de haut en bas, là. Wow, OK. Les gars, restez en ligne. Je dois faire une petite pause, mais attendez, c'est trop intéressant. J'ai trop de questions à te poser, Patrick et Philippe, en même temps. Fait que restez là, on revient tout de suite après. CJMD 96.9, de l'Alternative Radio. Du lundi au jeudi, dès 16h. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. Je sens que les Canadiens français ont une perte de confiance en leur reconnaissance de la part du Parti libéral. Petit conseil de marketing politique, une avancée là-dessus. Il devrait y avoir de quoi à faire avec ça. Je vais vous dire une dernière chose, là. Je vous écoute. J'ai pas de leçon à recevoir de personne qui est plus québécois et moins québécois. Bonsoir, CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. 96.9. Dans la vie en général, les absents ont toujours tort. Sauf ici, à CJMD. Quand t'es pas là, tu brilles par ton absence. Enjoy the music! L'Alternative Radio. Pour promouvoir vos produits et services, rien n'est comparable à l'Alternative Radio. Notre auditoire est le plus propice à combler vos besoins pour des emplois. Nous avons d'ailleurs une offre spécifique en ce sens. Mais surtout, nous avons les meilleurs coûts par 1000 auditeurs rejoints au monde. Contactez notre nouveau directeur des ventes et apprenez combien il est abordable et simple de joindre nos 90 000 auditeurs. Écrivez à vente avec un S @969fm.ca ou appelez au 88 903 79 69 et faites-vous entendre. À l'approche des parties de bureau, pensez au complexe Deux Glaces Onco. Réservez dès maintenant l'une de nos 2 salles décorées pour les fêtes avec une capacité jusqu'à 250 personnes dans notre salle des jardins. Clé en main, avec service de bar, traiteur et une équipe dynamique. Reste plus qu'à réserver le groupe de musique ou le chansonnier et plaisir assuré. Le complexe Deux Glaces Onco. La place pour organiser votre party de Noël dans la région. Informez-vous au 88 839 99 82 poste 219 ou événement avec un S @complexedeglaces.com. La ressourcerie de Lévis sera maintenant plus accessible. Dès le 20 novembre, une 2e succursale sera inaugurée dans le secteur de Saint-Romuald, au 404 avenue Taniata, tout près de la 20 et des Ponts. Vous y trouverez de tout pour la famille. Vêtements, meubles et décorations à prix abordable, tout en aidant la planète. Participez au mouvement en offrant vos articles inutilisés à la ressourcerie. La ressourcerie, recueillir, inspirer, recommencer. 24 rue Charles Acadieux et 404 avenue Taniata, dès le 20 novembre.
En ce temps des fêtes, le Centre du châssis Fenexpert tient à vous remercier de la confiance que vous nous avez donnée en 2018. Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2019, pendant laquelle il nous fera plaisir de vous servir de nouveau au 537 route Président Kennedy, Lévis, dans le secteur Pintendre, au 88 833 4465. 88 833 4465. Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, portes, fenêtres et rénovation. 3 lettres à retenir. DBL. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandé CA Habitation et certifié Rénomètre. Appelez mes chums Jack, Jean-Michaël et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos 2 salles de montre au 76 boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 boulevard Amel. GroupeDBL.com. GroupeDBL.com. La radio de Lévis 96.9. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. On est de retour avec Manon en studio, ainsi que Philippe-Emmanuel Faure de Muffon, ainsi que Patrick, un des témoins de l'OVNI de Place Bonaventure. Vous êtes toujours là, les gars? On est là. Patrick? Oui. Parfait. Oui. Oui, OK. Tantôt, on parlait... Moi, là, je suis sur le cul, franchement. Qu'est-ce que tu me dis, là? Je suis bouche bée. Peux-tu te dire qu'en studio, ici, on se jasait entre quatre yeux? C'est épouvantable. C'est épouvantable, là, ce que tu dis, mais c'est ce que tu dis, en plus, c'est prouvable. Tu sais, c'est pas inventé, là. Non. J'ai rien inventé, là. J'ai pas... moi, je dis la vérité, j'étais témoin, puis il n'y a pas juste moi, là. J'ai plein d'amis que j'ai encore contact avec eux sur Facebook, mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas le dire publiquement pour passer pour des illuminés. OK. Parce que quand on parle de ça, il y a des gens qui nous traitent de toutes sortes de noms. Au clair. On ne sait pas ce qu'on a vu. Moi, je sais ce que j'ai vu. C'est clair. Il y clair. a quelque chose là, un objet, là. Il ne faut pas oublier non plus que quand on a une attitude comme on a eu avec le monsieur Masson en question, que tout est dit et que tout se dédie par la suite, je peux comprendre qu'il y en a qui sont inquiets de divulguer ce qu'ils voient puis ce qu'ils peuvent être témoins. Très bon point. Ben, Bon point, Carole. ça, c'est Manon qui vient de te le dire. Ah, c'est Manon. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, Patrick, mais en fait, c'est Jean-François qui me texte pour me le demander. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait une équipe médico-légale de la police qui a pris des photos aussi, ou c'est seulement que... Ou tu as vu seulement que le journaliste prend des photos? Moi, j'ai juste vu le journaliste prendre des photos. Vous savez, moi, je rentrais puis je sortais, hein. Mais oui, il y avait des policiers, il y avait même des gens de la GRC qui étaient là, puis il y avait des pilotes d'Air Canada, puis des clients aussi, il y avait plein de clients. Mais moi, j'ai pas vu personne prendre de photos. Au contraire, on cherchait même un appareil photo. Y a-t-il quelqu'un qui a un appareil photo dans son casier? Parce qu'on se parlait entre nous autres, il faut prendre une photo de ça, ça n'a pas de bon sens, là. Puis malheureusement, il n'y avait pas personne qui en avait un appareil photo, là. Si je peux répondre à la question, c'est parce qu'en fait, il y a l'équipe de la police, dans le rapport de la GRC de Luc Morin, et un rapport que lui, à l'époque, quand j'ai commencé, m'a transféré, c'est écrit justement noir sur blanc dans le rapport de la GRC qu'il y avait l'agent O'Connor qui a pris des clichés. Et donc, en voyant ça, j'ai été surpris. Donc, moi, je pense que je te l'avais dit la dernière fois, là, par le biais de la commission d'accès à l'information, j'ai essayé de mettre la main sur ces photos-là. J'ai même eu un appel conférence avec l'avocate de la commission d'accès à l'information et le directeur des archives de la police de Montréal, dont le nom m'échappe, pour me dire qu'ils n'ont pas été capables de retrouver ces photos-là. Il m'a pas dit qu'elles ont pas été prises, il m'a juste dit on n'est pas capable de les retrouver. Et puis il a signé sur l'honneur que c'était vrai. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, tout ce qu'on sait. Est-ce que des photos, je vois pas pourquoi sur un rapport de la GRC, on dirait que des photos ont été prises. Si elles ont pas été prises, je trouve ça quand même assez spécial. Là. Il aurait comme disparu. Ben, en tout cas, les archives de Montréal
de la police on dit que sur l'odeur qu'ils sont pas capables de le retrouver de bonne foi. Bon, je vais les croire parce que je vois pas, je vais les croire, j'ai pas le choix de les croire de toute façon là pour l'instant. Mais c'est le rapport de la GRC qui en parle des photos. Peut-être qu'un jour on arrivera à en savoir plus, un contact dans la police, je sais pas. S'il y a des auditeurs qui sont d'anciens policiers, aidez-nous s'il vous plaît. Ben c'est clair, c'est clair, mais il y a comme excusez, je me dérime, ça va pas bien. Toi, petite gorgée. Bon, j'ai plus de café en plus. Hey, c'est vraiment ma journée. Mais Patrick, en fait, quand t'es resté, t'es monté, t'es redescendu, t'es remonté, t'es descendu, tu dis qu'il y avait une fête, donc il y avait des repas. Non, mais moi, j'ai pas monté ni descendu. Le restaurant, il est à côté de la piscine, il est au même étage. Ah, mon Dieu, OK. T'es drette à côté en plus. Moi, j'étais à côté, je voyais les gens autour de la piscine, puis c'est pour ça que j'étais allé voir, parce que mon maître d'hôtel m'avait dit qu'il y avait un objet. Mais moi, je montais pas, puis je redescendais pas. J'étais à côté de la piscine. Le restaurant était presque adjacent à la piscine. Ben voyons donc. J'avais juste peut-être une dizaine de pas à faire pour aller dehors puis rentrer dans le restaurant, là. Puis en plus, il y a des fenêtres là-dedans, là. Tu es capable de voir dehors? Oui, il y a des fenêtres, oui, des fenêtres. Oui. Ben, c'est ça. Je pense qu'on peut pas voir en haut, il fallait sortir pour voir en haut, là. Ben, d'après moi, tu es l'un des témoins les plus importants de tout ça parce que t'es carrément au-dessus. Et toi, quand tu as vu l'engin, les nuages n'étaient pas toujours arrivés encore, hein, si je me trompe pas? Ben non, il n'y avait pas de nuages, moi, quand on l'a vu, là. Puis l'engin... Pendant plus qu'une heure, là. OK. Puis, mis à part les couleurs de lumière, est-ce que tu voyais la carlingue? Oui, on voyait une forme. Ben oui, on voyait une forme. On voyait, comme je vous ai dit, c'était soit rond, un petit peu ovale, là, mais on voyait la forme, là. Comme un œuf, un peu? Oui, peut-être, mais on le voyait beaucoup plus quand que les écoutilles, ou je sais pas trop quoi, a ouvert, et puis on a vu les rayons de lumière, là, horizontales, sortir de l'engin. Là, on voyait beaucoup mieux parce qu'on voyait une forme beaucoup plus détaillée à cause des lumières, là. Horizontales, là, qui sortaient. OK. Mais la carlingue, même malgré les lumières, est-ce que tu peux dire que la carlingue est noire, blanche, grise, argent? Ben, il faisait noir. C'est sûr qu'on la voyait noire. OK. Ce qui était éclairé, c'était le centre, comme je l'ai dit, là, le blanc laiteux, là, comme la propulsion. Puis les lumières alentour. Mais à part de ça, c'était noir, là. OK. Mais on voyait quand même qu'il y avait une forme, là. OK, parce que je sais que j'ai un autre témoin que j'ai fait venir ici à la radio, justement, en même temps que Philippe Emmanuel la dernière fois. Stéphane, mon ami Stéphane, qui a vu ça, lui, il l'a vu à partir du sol. Il travaillait dans une station télé, justement. Ils sont partis, eux, ils ont poursuivi l'engin. Il dit que ça s'est déplacé à un moment donné. Est-ce que toi, tu l'as vu d'une différence, ou tu l'as vu se déplacer, ou quand tu es ressorti, c'était plus là? Ben moi, écoutez, je suis parti vers 10h30 parce que je retravaillais le lendemain matin. OK. Mais moi, quand j'ai quitté, là, c'est un petit peu après que le journaliste ait pris sa photo. Ah, OK. Donc, c'était très nuageux. Mais moi, quand je l'ai vu, tout le temps que je l'ai vu, ça n'a pas bougé du tout. OK. Ça restait à la même place. Mais quand tu es ressorti, avant de partir, tu as fini ton chiffre, l'engin était parti ou? Ben, écoutez, moi, c'était très nuageux, on voyait plus rien, là. Okay. On voyait juste le rond, comme le rond blanc. C'est un petit peu ça qu'on voyait, là. OK. On voyait plus rien, ça fait que ça servait à rien de rester dehors, on voyait plus rien, là. Mais le rond que tu parles... Les ronds ont rentré. Est-ce que le rond que tu parles peut sembler être... ben, mettons que c'est l'engin, là, le rond que tu parles, là. Est-ce qu'il te semble avoir été déplacé légèrement ou il était toujours à la même endroit? Ben, pour moi, je le voyais toujours à la même place. Là. OK. Parce qu'il était toujours en haut de la piscine, puis je le regardais toujours à peu près à la même place. Pour moi, il bougeait pas, là. Il n'a pas changé de direction, parce qu'il était vis-à-vis... moi, je regardais du côté du mille de la Gauchetière en haut, là. OK. Et je le voyais toujours là, là. Il n'a pas changé. Je ne regardais pas du côté du CN ou du côté de l'hôtel Haït, de l'autre côté, là, à l'époque. Je le regardais toujours du même côté, là.
Et quand les lumières du chantier ont été fermées, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu le voyais encore, l'engin, toi? Quand les lumières du mine de la Gauchetière ont été fermées? Oui. Ben, on le voyait pareil, là. OK. Ça n'a rien changé, là. OK. Ça n'a rien changé. C'était la même chose. C'est que le mine de la Gauchetière, il faisait rien, là, pour ce qu'on voyait, là. Il n'a fait aucun effet, là. Tu vois, c'est un autre point pour la théorie des piliers lumineux zénithaux, c'est que dans leur théorie, Alexandrie, il va dire que finalement, il y a des cristaux de gaz partout et que toute la ville aurait illuminé. Mais si toute la ville aurait illuminé ce soir-là, les projecteurs du Nil étaient tellement puissants que c'est sûr que ça aurait été vu et en les éteignant, il y aurait eu un changement. Il ne s'est rien passé de tout ça. Les piliers de lumière, ça ne se déplace pas. Et pourtant, les témoins ont vu se déplacer. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que il y a aussi un nouveau témoin là que je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il sent que ça sent la soupe chaude là, sa théorie de pilier là, mais il s'en pas j'en ai un nouveau témoin qui lui a vu à 19h sur la couronne nord de Montréal un ovni passer. Et en plus, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit la même chose, toujours avec mon ami Alexandre, des gens qui nous ont dit, moi j'étais sur la couronne nord de Montréal ou à la hauteur de la 440 dans les mêmes heures, 18h30, 19h. Okay. On a vu des ovnis passer. Fait que là, comme là, ça ne tient plus la route, là, ça peut pas être ça peut plus être des piliers de lumière génitaux, là, sur la couronne nord. Donc là, M. Page, il nous dit, là, et puis je ne reviens pas qu'il puisse dire des choses comme ça, il faut pas mélanger les pommes et les bananes, ou je ne sais pas trop c'est quoi son expression, il ne faut pas mélanger. Ce qu'il y a eu sur l'hôtel Bonaventure, c'est des piliers de lumière, et le reste, M. Comartin, les gens qui ont dit ça c'est autre chose. C'est indépendant. Non, mais il est tombé sur la tête ou quoi? Les gens qui sont à l'hôtel, dont Patrick, qui ont vu ça, sont venus à vous dire il y avait quelque chose là, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est probablement pas de ce monde, quelque chose qu'on n'est pas capable de s'expliquer. Tous les gens, tous les témoins qui ont vu ce phénomène à l'hôtel, dans Schlag à Maisonneuve, Comartin, peu importe l'endroit où ils étaient, ont tous dit que c'était un ovni. Exact. Mais non, parce qu'il y a quelqu'un, un sceptique en France, qui dit que c'est les piliers de lumière zénithaux, ben là on dit que c'est ça, et que c'est des événements indépendants, et qu'on peut pas tirer des conclusions à dire que les témoins ont vu la même chose. Non mais sérieux, il faut plus lui donner la parole à ce type-là, là. Mais non. Je vais revenir. Je vais me calmer. Prends un bon grand respire. Voilà, c'est mais je sais pas comment est-ce que... Je sais même pas s'il m'écoute, M. Page, d'ailleurs. C'est pas vraiment important, je pense. Non, c'est pas important. Je sais pas ce qu'il va penser de ça. Ce qui est important, c'est que les auditeurs qui nous écoutent, parce que les auditeurs, ils sont intéressés par ça. Donc, les gens qui veulent vraiment savoir l'OVNI de la place Bonaventure, s'ils savent que quelqu'un va en parler, ils vont l'écouter. Moi, c'est ce que je fais, et c'est pour ça que je me suis tapé Christian Page. C'est pas parce que j'ai envie, ça m'intéresse ce qu'il dit, ou ça m'intéresse, et je sais ce qu'il va dire. Mais les gens qui font ça, c'est terrible parce que ils vont se fier sur quelqu'un. Des fois, les gens ils disent avec Christian Page, c'est comme c'est quelqu'un qui est connu, il passe à la télé, il passe à la radio. Donc, il va diffuser de l'information fausse que les gens vont croire dans beaucoup de cas. Et il fait exactement ce qu'il a reproché à l'époque à l'émission de Claire Lamarche, là, quand la montagne s'est levée pour dire que c'est une réflexion lumineuse. Et là, il disait que à partir de ce moment-là, plus personne croyait à l'OVNI parce que quelqu'un avait dit en ondes devant 2009 personnes que c'était des réflexions lumineuses. Mais il fait exactement la même chose basée sur du vent. C'est fou, là. C'est... En tout cas. C'est de la mauvaise information, à quelque part. Mais oui. S'il était vraiment honnête dans ses recherches, pourquoi il enlève l'information sur son site Internet que je donne? Pas pour l'embêter, parce que c'est l'information que j'ai eue et je lui donne des éléments de preuve. S'il veut vraiment informer le public, comment ça se fait qu'il retire de l'information? Comment ça se fait qu'il retire des entrevues qu'il a données à un journaliste sur Internet, là? Ça, c'est fou, là. Suppression de l'information, là, est égale à je le dirai pas, mais quand quelqu'un commence à enlever l'information, on est en droit de se poser des sérieuses questions sur l'intégrité de la personne, là. Exact. C'est épouvantable. Le nombre de théories qui ont circulé, parce que c'était tellement ridicule de voir. J'ai vu quelque part que des supposés scientifiques, si c'est ça, allô, la Terre, il y a un problème, je sais pas, ils ont pris le certificat dans une boîte de Cracker Jack parce que c'est épouvantable de penser
que ça peut être des véhicules stationnés dans une montagne qui reflètent. Ça aussi, ça a sorti, ce truc-là. Je ne sais pas si tu l'as vu, là. Non. Mais, moi, Patrick, je l'ai rencontré, et puis, bon, là, c'est à la radio, peut-être qu'on ne le voit pas, mais Bonhomme, il faut le voir, il faut le rencontrer. Je veux dire, il faut aussi écouter les gens et regarder. Il est plus que crédible, Patrick. Et puis, quand on l'écoute parler, on sait ce qu'il a, c'est ça, il sait ce qu'il a vu, il n'est pas fou. Et Patrick, je ne sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure, mais peut-être que tu pourrais parler de ton beau-frère. Oui. Un beau-frère à Longueuil qui l'a vu passer, il était sur son toit, oui. J'ai mon beau-frère qui reste à Saint-Hubert. Il était sur son toit en train de jouer à faire son antenne, puis il l'a vu passer en s'en allant vers les États-Unis, vers le sud. Il est presque tombé du toit quand il l'a vu passer. Il disait que c'était immense. Ah, ben c'est ça l'affaire. Ouais. Ça, c'est un témoignage. Et c'est la même affaire qui a été vue. Parce que quand il te l'a décrit, ton beau-frère, c'est la même chose que ce que toi, tu as vu à... Ben, il l'a vu passer. Hein, il disait que c'était immense. Il l'a vu passer. Il s'en allait vers les États-Unis, là, vers le sud. OK. Il était vraiment très impressionné d'avoir vu ça. Là. Il disait que c'était immense. Là. OK. Ouais. Ouf! Mais avec le nombre de personnes qui avaient autour de la piscine, qui ont tout vu ça, je peux pas croire, moi, que ça soit... qui étiquette les gens comme pas crédibles quand il y en a plus qu'un. Ça, moi, ça me dépasse. De faire passer des gens pour des fous, des illuminés, alors qu'il y a plus qu'un témoin, là. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent pas se manifester. Vous comprenez que le lendemain, là, quand on a vu ça, dans le journal, il parlait d'un ballon sombre et des lumières du mine de la gauche à terre. Méchant on ballon. On savait ce qu'on avait vu, nous autres. On savait que c'était pas ça. Ben oui. Et qu'on a été vraiment surpris de voir qu'il parlait de ballon sombre alors qu'il aurait dû parler d'un ovni, là, parce qu'on l'avait vu, cet objet-là. Donc, moi, je pense que on cache l'information pour éviter que les gens paniquent, je sais pas, là. Mais je trouve que c'est pas la vérité qu'ils disent en ce moment. C'est malheureux. Parce que j'invente rien. Il y avait quelque chose là ce soir-là. Là. Mais on pourrait peut-être en profiter pour faire un appel à la population qui était sur place, qui ont vu ça à ce moment-là, s'ils veulent se manifester aujourd'hui, étant donné que les choses ont évolué. Il y a des preuves, d'autres preuves qui ont sorti. Peut-être que ça va leur faire moins peur de parler. Et des gens comme ton beau-frère, d'ailleurs. Exact. Ça serait comme... Tu sais, ça veut pas dire, pas parce que tu n'étais pas sur place Bonaventure que tu l'as pas vu, parce que Stéphane, l'un des témoins, Stéphane Claude, il était même pas là, lui. Il était carrément plus loin que ça, et il le voyait de loin. Et lui, il s'est fait ridiculiser par M. Page. Lui, il a passé... son petit 5 minutes de mauvais quart d'heure, comme on appelle, là. Christian ne le croyait même pas. Christian Page ne croyait pas le témoignage jusqu'au jour où il a vu qu'il y avait d'autres témoins qui sont arrivés puis qui ont débarqué. Puis, reviens-moi dans avec ça. L'autre, Stéphane, a dit non, moi, c'est assez. J'ai essayé une fois, tu m'auras pas deux fois. C'est comme... c'est parce qu'il pensait que les gens voulaient avoir son heure de gloire. C'est parce qu'il n'y a rien de glorieux là-dedans, là. C'est ça. Les gens font pas ça pour avoir de la gloire, ça, c'est certain. Là. Ben, c'est ça. C'est ridicule. Sinon, il y avait même des théories, comme Jean-François vient de me texter, des théories comme quoi qu'il y avait un plateau de tournage aussi. Tu sais, regarde, si ton beau-frère l'a vu à partir du toit, qui est même pas au-dessus de Place Bonaventure, puis il l'a vu se déplacer. Chris, excusez, ça a sorti tout seul. J'aimerais rajouter quelque chose parce que moi, ce que j'ai aimé, bon, j'ai parlé, comme je disais tout à l'heure, je veux le dire parce que je trouve ça important. Il y a le premier enquêteur à avoir commencé cette enquête-là, c'est François Bourbeau à l'époque. Et lui, durant les années, il a enquêté, tout ça, et il a toujours été ouvert à différentes explications possibles, que ce soit les piliers lumières zénithaux, parce que moi aussi, quand on m'en avait parlé la première fois, évidemment que je me suis dit, tiens, ça pourrait faire du sens, donc j'ai enquêté. Et donc, il a déjà avancé que ça pouvait être le cas François Bourbeau. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que il va pas se cacher, il va pas dire qu'il n'a pas dit, il va dire effectivement, je l'ai déjà pensé, je l'ai déjà dit, mais il est allé plus loin, il a continué son enquête, et aujourd'hui, il dit pas que justement, il dit plus que ce sont des réflexions lumineuses, suite aussi à un nouveau témoin qu'il a eu, et ça, j'aimerais ça un jour qu'il en parle, parce qu'il a un nouveau témoin qui, comme Patrick, a vu très, très tôt, et il l'a vu dans son entièreté.
Et la dernière fois que j'ai parlé à François, j'espère que là, il m'en voudra pas de le dire en nom parce que je pense pas que les gens le savent, mais lui, il m'a dit, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, oui, je suis convaincu qu'il y avait un objet physique au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Et là, on parle pas, parce que je le vois tout de suite, les pages et compagnie à dire, voilà, l'équipe Bonhomère, les extraterrestres, on ne dit pas ça, là. Ouais. On dit juste qu'il y avait un objet. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, là, le mystère demeurera pour l'instant, mais il y avait quelque chose, et je suis très content d'avoir parlé à Monsieur Bourbeau, parce que déjà en parlant à quelqu'un, on se rend compte que c'est pas nécessairement la personne qu'on croyait être juste par des échanges emails. Et puis j'ai trouvé quelqu'un de très ouvert et de très sympathique et qui m'a donné son point de vue. Donc je pense que j'ai envie que les gens sachent que M. Bourbeau aujourd'hui privilégie la thèse de l'OVNI au-dessus de Montréal. Ben, tu étais chanceux d'obtenir des réponses venant de M. Bourbeau. Par contre, parce que chaque enquêteur travaille à leur façon, leur méthode. Il y a eu beaucoup de pourparlers, beaucoup de changements d'opinion, beaucoup de virevents d'un bord et l'autre, d'un peu partout et d'un peu plusieurs personnes, plusieurs enquêteurs, parce que c'est ça. Je dois remercier Don Emilio Zino là pour ça, parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a mis en contact avec François, et puis je lui ai parlé un peu, d'ailleurs très très sympathique monsieur Don Emilio là, et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai parlé à François Bourbeau. Donc c'était bien, c'est vrai que j'étais très content de pouvoir échanger comme ça avec lui et de me faire dire ça. Donc d'où l'importance de partager des fois les informations pour s'entraider au lieu de s'entrenuire. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Mais justement, là, il est déjà rendu midi. Ça a passé tellement vite. Mais il y a un truc, j'ai une question à te poser, Philippe. Là, tu n'es plus sur Facebook, hein? Ben, j'ai créé un compte c'était pour ça. Donc, j'ai pas vraiment un compte, mais vas-y, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire pour ça? C'est parce que quelqu'un qui veut te rejoindre, quelqu'un qui veut essayer de te rejoindre pour donner son témoignage, comment ils font? Parce que les gens sont tous... pratiquement tous sur Facebook à cette heure. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que les gens peuvent contacter Jean-François, qui est le co-animateur, parce qu'il est à Montréal aussi, Jean-François. Jean-François Primo peut ramasser des témoignages pour toi. Et avec plaisir. Et avec plaisir. Ou sinon, ils peuvent. J'ai créé un compte parce que j'avais créé un compte sous mon faux nom là pour Facebook. Et c'est pour vous dire à quel point ça a dérangé Christian Page, parce qu'en l'espace d'une heure, Facebook a bloqué mon compte parce que je n'utilisais pas mon vrai nom. Ah, ben, ça lui a pris juste une heure. Donc, on voit quand même que le type, il a des connexions. Hein. Donc, sur Facebook, Philippe Faure, juste Philippe Faure, sans photo, à Montréal, et j'ai pas d'amis, donc c'est facile. Si quelqu'un veut me contacter, il pourrait essayer de le faire de cette façon-là. OK, donc il y a quelqu'un... On avait pas ton collaborateur Jean-François là. En fait, tous les moyens seront bons là, et puis moi je vais essayer de convaincre Patrick quand on sera hors onde de parler avec ses amis et que je puisse aller les rencontrer avec lui. Il y a quelqu'un qui a essayé de signaler ta page après que tu aies dit la vérité haut et fort. Ça se peut-tu, ça? Pardon? Il y aurait quelqu'un qui aurait signalé ta page? Oui, c'est ça. Pour que tu arrêtes de parler, dans le fond, parce exact. que tu dis la vérité. Ça doit être ça. Ça doit être ça, hein? Appelle-toi Roger, mets-toi une face de minou. Il y en a plein de monde qui fait ça. Je sais. Ah là là. Mais ça va être l'heure pour nous de terminer cette portion d'émission-là, parce qu'on va recevoir... elle doit attendre mon appel très impatiemment, la prochaine invitée. Mais Philippe, Emmanuel, merci beaucoup. Il va falloir que tu reviennes encore, parce que regarde, puis là, ce prochain coup, avoir su, j'aurais juste pris le temps, plus de temps, j'aurais dû setter mon émission autrement. Mais c'est super. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci beaucoup à Patrick d'avoir accepté de faire l'appel. Exactement. Mais Patrick, j'apprécie énormément, parce que tu es un autre témoin que je n'avais pas entendu en réalité. J'ai entendu parler de toi, mais je n'ai pas discuté avec toi. Et tu t'apportes en fait des éléments qui sont complètement, qui ont été cachés, mais toi, tu le sais que c'est ça. Et je crois absolument à ton témoignage, parce que le témoignage, là, quand quelqu'un n'a pas de photo, c'est quand tu vois qu'il y en a plusieurs qui disent la même chose. Ben, excuse-moi, mais tu commences, t'es porté à y croire sérieusement. Puis dans ton cas, ben, je te crois sérieusement. Et je suis sûre que tu es sincère dans ce que tu dis. Et j'espère que il y a des gens qui vont arrêter de rire de ce phénomène-là.
Parce que là, Mané, ça va faire, là. Je sais pas, aller jouer, aller écouter le hockey à la place de dire des niaiseries. Ça a recommencé de bord le hockey. Ceux qui ne croient pas, aller voir. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres personnes qui témoignent là-dessus, parce que ce soir-là, à la piscine, il y avait peut-être près de 100 personnes là, qui l'ont vu. Là. Exactement. Donc, je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas plus de personnes qui témoignent sur cette observation-là, parce que c'était quelque chose là, d'extraordinaire. Donc, j'inviterais les gens là, qui l'ont vu à communiquer avec vous, là, puis à dire ce qu'ils ont vu aussi. Là. Ils peuvent toujours laisser un commentaire sur la page de Zone Parallèle en attendant d'avoir une page avec Philippe. Et c'est ça, exactement. Ou ceux qui veulent le dire en privé, bien, écrivez-moi sur Zone Parallèle en privé. Je vais vous diriger vers Jean-François qui va pouvoir prendre vos premiers coups et ensuite, ainsi de suite, ou directement à Philippe Emmanuel. On va s'organiser, ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis très willing à aider à travailler sur un dossier comme ça. C'est ceux qui veulent le dire en privé, faites-le. Gênez-vous pas, c'est vraiment très important. Ça ferait taire les langues sales à quelque part qui ne fait que ça, rire du monde. Alors, je vous remercie beaucoup, les gars. J'apprécie énormément votre présence en ondes. Et comme d'habitude, Philippe, on reviendra avec un autre cas à un moment donné ou si tu as d'autres choses, d'autres développements. Moi, je t'invite à n'importe quel temps. C'est gentil. Merci beaucoup, Carole. C'est un plaisir. Mais merci beaucoup, les gars. Merci, Patrick. Bye-bye. On s'en va à la pause. On s'en va à la pause et on revient avec... on va parler du portail bleu avec Élise Lebel. Merci beaucoup. On vous revient tout de suite après. Nous sommes de retour, mais cette fois-ci, on parle avec Élise Lebel du Portail Bleu qui se trouve qui se situe à Lévis, dans le secteur Saint-Nicolas. Bonjour Élise. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien aussi. D'abord, qu'est-ce que le Blue Room et qui a créé ça, ce type de truc-là? OK. Alors, le Blue Room, c'est une pièce physiquement qui mesure à peu près 11 pieds et demi de large par 9 pieds et demi de haut. C'est octogonal. À l'intérieur, c'est tout du stainless steel miroir, plancher, plafond, les murs et tout ça. Et on reçoit des fréquences de lumière et des fréquences de son. Donc, c'est des séances pour aller chercher un bien-être profond. OK. Mais qui a créé ça? Ah, OK. Alors, c'est Jeezy Knight. Jeezy Knight, elle est plutôt connue aux États-Unis. C'est une auteure. Elle a écrit plusieurs livres, elle est conférencière. Elle a aussi une école de sagesse ancienne pour justement retrouver la force intérieure, pour se recentrer, tout ça. Et puis, avec tout son cheminement professionnel, personnel, spirituel, elle a été comme conduit à ces possibilités-là qu'avec certaines fréquences, certaines zones, la lumière, les sons, on pouvait créer quelque chose qui aiderait le monde à stimuler leur auto-guérison et leur conscience. Parce que la Blue Room travaille autant sur le côté physique, émotionnel que spirituel aussi. Ouais. Et puis, elle a été aidée par le docteur Mathieu Martinez parce qu'elle n'avait pas le côté scientifique. Alors, le docteur Mathieu Martinez, qui a un doctorat en médecine et en chiropratie, l'a aidé à créer ce bijou. Mais tu m'as parlé que maintenant, c'est rendu, ils en ont une quarantaine à travers le monde. Maintenant. Moi, je suis la 40e. Wow! Et puis, je suis la 4e au Canada, la 40e dans le monde, et ça fait juste 3 ans que ça existe. Pourtant, c'est toutes des choses qui existaient séparément, puis très connues au niveau scientifique, comme la lumière bleue. J'ai mis sur ma page Facebook Portail Bleu, Blue Room, justement, c'est des scientifiques on voit une cellule cancéreuse entourée de lumière bleue, et la cellule cancéreuse n'arrive pas à dépasser cette lumière bleue-là. Ah oui? Il y a des bienfaits énormes sur la lumière bleue. Puis il y a aussi au niveau des fréquences de son et des fréquences de lumière ultraviolet,
toutes ces choses-là avaient ont des particularités, mais mises ensemble avec la géométrie sacrée de la Blue Room, de la chambre bleue, ça crée quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Puis vraiment, faut l'essayer pour comprendre qu'est-ce que ça peut donner comme bienfait. Donc, il y en a plusieurs bienfaits, là. C'est pas... Oui. OK. C'est qui la clientèle potentielle, justement, qui peut avoir accès à ces services-là? Ben, je dirais monsieur et madame tout le monde, parce que que ce soit émotionnel ou que ce soit physique ou à la recherche de qui on est vraiment, on veut toujours aller chercher un bien-être encore plus grand, plus profond. Et puis, ce que ça fait, admettons, au niveau physique, il va avoir de la diminution d'inflammation, ça nous est rapporté assez souvent. Un meilleur sommeil, les gens sont plus calmes. Au niveau des dépressions, que ce soit des dépressions normales ou des dépressions prénatales ou postpartum, il y a un genre de sécrétion d'endorphine qui se fait quand on est dans la Blue Room. Okay. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui est traumatisme, ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Okay. D'ailleurs, les autorités américaines paient 2 soins par semaine aux vétérans qui ont subi des traumatismes et qui souffrent encore des syndromes de stress post-traumatique. Et il y a des résultats extraordinaires. Moi, j'en suis un exemple. C'est pour ça que j'ai décidé d'amener la Blue Room, d'investir là-dedans et puis Donc, t'es un expérienceur, en fin de compte. Oui. Moi, je peux parler beaucoup de mon expérience et puis de ceux qui sont proches de moi. J'ai une de mes amies, elle a refusé, elle a été diagnostiquée cancer du col de l'utérus. Elle a refusé la chimio, elle a refusé l'opération. Elle a fait des séances de Blue Room, pas ici parce que c'était pas à Québec, elle demeure dans les Laurentides, ça s'est passé dans les Laurentides. Elle a amélioré sa façon de penser, son alimentation, et puis on a les papiers, là, il y a plus rien, là, c'est rémission totale. Arrête donc. Oui. Puis j'ai un livre devant moi de témoignages de tout ce qui s'est passé. Il y a une dame de Toronto, la même chose. Là, c'est cancer de la moelle osseuse, rémission totale. Mais encore là, c'est difficile à dire. Il n'y a pas une personne qui va réagir de la même façon. Okay. Parce que on est tous, on vient tous de parents différents avec des problèmes génétiques ou des informations génétiques, pas des problèmes, mais des informations génétiques différentes. Okay. Avec ce qu'on vit, avec ce qu'on mange, ça fait de nous des personnes vraiment uniques. Alors, on peut pas penser qu'on va avoir les mêmes résultats pour une personne ou pour une autre personne. Puis, la Blue Room est considérée un peu comme un amplificateur de pensée. Donc, quand on décide qu'on veut quelque chose, on devient très, très fort au niveau du mental. Mm-hmm. On n'utilise pas, je pense qu'on utilise, c'est 8 ou 9 % de nos capacités. Mm. On a juste à penser, admettons, un matin, on se lève après un cauchemar, le cœur nous débat, on est tout en sueur. Ça s'est juste passé dans notre tête. Et on a fait réagir, je ne sais pas combien de systèmes dans notre corps. Alors, si on décide que c'est ce qu'on veut, si on sait ce qu'on veut, c'est, je sais pas moi, la prospérité, la santé, le calme, on peut réussir à l'avoir facilement, surtout avec la Blue Room qui va aider au niveau des fréquences. Ouais. OK. Manon, elle avait une question pour toi. Oui, Élise, tantôt, on parlait d'une personne qui a le cancer qui décide de suivre, d'aller à la Blue Room, etc. Tu as dit que la personne avait refusé la chimio, mais pour une personne qui a déjà entamé des sessions de chimio, donc le corps est déjà affecté par la chimiothérapie, est-ce que peut faire aussi aller à la Blue Room pour savoir? Oui, j'en ai présentement qui ont quand même eu des traitements de chimiothérapie, ils viennent quand même à la Blue Room. Il y a aucune contre-indication à la Blue Room. Je dirais la seule contre-indication qu'il peut y avoir, c'est si la personne prend des médicaments photosensibles, qui normalement elle peut pas aller au soleil. Okay. Alors dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on part les rayons ultraviolets, on les part avant pour quand même créer
c'est parce qu'il y a comme un vortex qui se crée, il y a comme un champ de torsion qui se fait dans la Blue Room, étant donné que c'est octogonal, les murs, les fréquences percutent les murs et ça fait comme un vortex. Donc, la personne qui a pris des médicaments photosensibles, on y mettra pas de rayons ultraviolets, mais on va les partir avant que la personne entre. Et puis, l'énergie des rayons ultraviolets va quand même être là. Et il va quand même avoir des effets. Oui. Puis le type de rayon UV que vous utilisez, c'est-tu comme dans les salons de bronzage, ça? Non, pas du tout. C'est des rayons ultraviolets à bande étroite. Et puis c'est des UVB dans les salons de bronzage. C'est à bande, c'est des UVA. Et puis ce que ça fait, c'est que dans les salons de bronzage, les tubes sont très très proches. Et puis, au niveau de l'énergie de la lumière, il y a comme une diminution, ça décroît avec le carré de la distance. Ce qui fait que, admettons qu'on est à 2 pieds de la lumière, on a 2 fois moins d'énergie de la lumière. Si on est à 4 pieds, on a 16 fois moins. OK. Donc, plus on est loin, c'est un petit peu comme la chaleur, en réalité. Si on est tout proche d'un feu, on va le sentir. Si on est loin, Bon, c'est la même chose au niveau de la lumière. Puis, étant donné que la pièce mesure quand même, de l'extérieur, c'est 11 pieds et demi, ce qui fait que l'intérieur, ça va peut-être à peu près 11 pieds, ou peut-être 10 pieds et demi, mais en tout cas, les tubes ultraviolets sont quand même assez loin. Et puis, on y va vraiment doucement. On s'adapte un petit peu comme on doit s'adapter quand on arrive dans le sud, quand on nous appelle les poulets blancs quand on va dans le sud. On commence doucement à aller au soleil. On fait pas du 8 heures la première journée. Bon, mais c'est la même chose. Les premières séances dans la Blue Room, avec les lumières bleues et les fréquences de son, on met seulement 3 minutes de rayons ultraviolets. Les 3 premières fois. Ensuite, on met un 6 minutes. Ensuite, un 9 minutes. OK. Ça y va graduellement, vraiment en douceur. C'est ça. Et pour les enfants, est-ce que c'est recommandé aussi pour quelqu'un qui a des enfants qui voudrait y aller participer en famille? À partir de quel âge, à peu près? Bébé. Bébé. Oh oui, j'ai justement mis quelque chose sur ma page Facebook. La dame y allait enceinte. Et puis le bébé, il va, puis il est tout ébahi de ça, il est en parfaite santé. Ça calme énormément. C'est vraiment difficile à dire parce qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Mais il y a une augmentation du bien-être, comme si il y avait un détachement de tout ce qui était plus important. Au niveau de la douleur, c'est la même chose. Il y a une diminution, il y a un soulagement de la douleur parce que ça stimule beaucoup l'endorphine. Puis l'endorphine, pour les femmes qui ont accouché, on le sait quand on respire, on en crée de l'endorphine exprès pour justement laisser passer le bébé. Donc l'endorphine va aider la diminution de la douleur. Ça, c'est des choses qui nous est rapportées régulièrement. Apaisement du stress, de l'anxiété. La vitamine D, mon Dieu, c'est responsable de à peu près 2000 gènes, mais c'est excessivement bon. Puis on en manque. Puis quand on a une carence en vitamine D, j'avais pris une note à quelque part, parce que j'ai fait un petit peu de recherche hier. J'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est que il y a comme une production de molécules inflammatoires dans le système nerveux quand on manque de vitamine D. Donc, en ayant assez de vitamine D, il y a moins d'inflammation dans le système. OK. Bien, justement, j'ai une question que je viens de recevoir par courriel, par texto. Il y a quelqu'un qui me demande, vous parlez de traitement pour les post-traumatiques. Ça agit de quelle façon? OK. C'est pas des traitements. Nous, on n'a pas le droit de dire que c'est des traitements parce que c'est des soins de médecine alternative. Mais j'ai même pas le droit de dire des soins. Puis je l'ai dit à la radio en plus, ça va bien. Ben, c'est un peu ça. Alors, ce que ça fait, moi j'ai vécu ce problème-là. Et puis j'ai des témoignages. Ce que ça fait, c'est que ça travaille beaucoup au niveau du cerveau, OK? Puis tout se passe au niveau du cerveau en réalité. Puis les synapses, les conductions neuronales, c'est comme des muscles. Plus on travaille un muscle, plus il devient fort. Exact. Si on le travaille moins, il s'atrophie, puis il travaille plus.
Oui. Alors, quand on décide de ne plus faire travailler un muscle et de faire travailler un autre muscle, c'est là qu'il y a des bons résultats. Comme les pensées positives. Okay. Et comme il faut superviser nos pensées. Puis, et la Blue Room, en plus de tout ça, c'est un amplificateur de pensée. Alors, à la longue, c'est sûr que c'est un... je ne veux pas dire c'est plus long, il n'y a pas une personne pareille encore là. Non, dans mon cas, la première fois, je suis tombée dans le cadre. Je me souviens plus du tout ce qui s'est passé. C'est comme si je suis tombée endormie d'un sommeil profond dans le temps de le dire. Et puis après ça, j'y étais comme 3 fois la première fois pour vraiment tester à savoir si oui, j'embarque là-dedans. Et puis, c'est comme si j'ai senti un gros calme intérieur, une espèce de paix. J'avais plus faim parce que souvent, je compensais par grignoter. Et puis, ça me fait tellement de bien que j'ai dit, je vais aller là. Puis, vu que c'était quand même à 4 heures de route, c'était à Saint-Sauveur, j'ai loué une maison, puis moi, je suis du style un petit peu plus passionné. J'ai dit, il n'est pas question que je traîne ça pendant encore 6 mois, 1 an. Là, ça fait trop d'années que je vis avec ça. Je vais y aller tous les jours. Alors, au début, j'avais même un peu mal à la tête, derrière la tête, mais ça durait pas longtemps. Comme si, justement, il y avait quelque chose qui se passait au niveau des conductions neuronales. Et en y allant, je marchais, je faisais mes pensées positives. J'étais tellement déterminée. Et puis, mon Dieu, ma vie est tellement plus pareille. Puis c'est la même chose pour des vétérans. Là, j'ai des... ou d'autres personnes. Là, j'ai un document plein de témoignages. Des fois, c'est plus long parce qu'il faut quand même... C'est pas chirurgical, là, la Blue Room. Il faut quand même laisser le temps au corps de s'adapter. Puis si on donne une chance à notre corps de s'auto-guérir, ça fonctionne. Donc, mais ça peut prendre plusieurs séances avant que Oui. tu le c'est pas une séance qui va régler ça. Sauf que on revient plus en arrière après. Est-ce qu'il y en a qui sentent déjà un changement après une fois, admettons? Oui. Parce que, là, je vais te poser une question bizarre qui n'était pas prévue, pas en tout. Allez. Parce que je me suis fait j'ai entendu quelqu'un dire ça hier quand j'ai dit que je te recevais aujourd'hui à l'émission. Il y a des gens qui m'ont dit avoir ressenti des personnes autour d'eux dans la pièce pendant ce temps-là. Oui, c'est un petit peu plus... c'est sûr que je n'osais pas embarquer là-dedans, mais pas juste ressentir. Il y en a qui les ont vus aussi. Wow! Oui, c'est vraiment particulier. Moi, personnellement, j'ai senti à un moment donné je peux juste parler de moi, là. Quand j'étais enfant, j'ai été pris en dessous d'un camion. J'ai eu les pieds pris. Okay. J'ai comme tombé puis quand je me suis réveillée, parce que j'avais perdu connaissance, j'avais les pieds pris sous un camion. Et c'est sûr qu'il y a eu un gros traumatisme à cet âge-là également. Et puis, à un moment donné, dans une séance, j'ai eu l'impression qu'on serrait mon pied, comme si quelqu'un prenait mon pied à 2 mains puis l'écrasait. OK. Puis après ça, ça a été fini. Mais j'ai ouvert les yeux, qu'est-ce que c'est ça? Puis évidemment, j'ai pas vu personne. Mais j'ai senti vraiment quelque chose. Puis à un moment donné, c'est comme si il y en a qui parlent à leurs anges, leur guide et tout ça. Moi, j'ai dit, s'il y a quelqu'un, j'aimerais ça, là, savoir tout ça. Et j'ai senti que, comme si on avait pris mon bras, puis mon bras a comme levé tout seul, comme si on avait pris sous mon poignet. Puis mon bras a levé tout seul. Ça fait bizarre à dire, hein? Non, je comprends. Mais c'est ça qui est arrivé. J'ose prendre position, c'est mon expérience, je l'ai vécu. C'est parce que t'es pas la seule, apparemment, qui vit ça. Non, c'est ça l'affaire. C'est que, puis, en tout cas, ceux qui ont vu, ils me décrivent toutes les mêmes choses. C'est ça. J'imagine qu'en suivant ce traitement-là, il y a beaucoup d'ondes. On se dégage d'un surplus de négatif et donc on est peut-être on devient plus sensible à ce qui se passe autour, donc on est plus réceptif. Tout est une question de fréquence. Je pense, juste la radio, on est en ondes présentement, là. Si je change de poste, là, ça veut pas dire que vous n'existez pas. Exact. Je pense que les fréquences, puis les mondes, il doit y avoir d'autres mondes parallèles. J'ai l'impression que ça fonctionne par fréquence aussi. Étant donné que dans la Blue Room, on atteint des fréquences différentes, c'est peut-être ça. Je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que l'expérience que moi j'ai eue, ça me fait un bien extraordinaire. Et les témoignages que j'ai de gens qui viennent
je peux vous dire qu'il n'y a pas personne qui oublie leur rendez-vous. Ils ont tous hâte de venir. Mais une séance. Quand ils sont là, je veux plus sortir de là. Là, je comprends donc. Mais une séance. Il y a même des animaux qui viennent. Ah oui, des animaux aussi. Oui. On peut vu une vidéo avoir là-dessus. des animaux. Je vais vous dire un témoignage qu'il y a eu. Je pense que c'est à Vienne. Les gens ils ont dit on va emmener notre chien, 2 ans, un beau gros pitou. Puis le chien, à toutes les fois qu'il y a des orages, il court partout, il va se cacher, il est énervé, il est même stressé, il jappe. Ils l'ont emmené une fois dans la Blue Room. Le premier orage qu'il y a eu, il était nerveux un peu, il marchait, puis après ça, il s'est couché. Après ça, les orages, là, plus rien. Arrête donc. Hyper calme. Moi, j'ai un Bengale, puis plutôt farouche. Un chien, tu peux pas y mettre. S'il était traumatisé. Hey. Je l'amène dans la Blue Room, là. Il vient d'un calme, puis là, il regarde partout. Puis là, depuis que je suis aménagée ici, là, je peux l'amener. Ben, là, ça fait 2-3 fois que je l'ai amené dans la Blue Room. Mais du moment qu'il y a une chance de se faufiler puis d'aller dans pas dans la Blue Room, mais il va à la porte puis il se couche là. Ben voyons, ça y ressemble pas du tout là. Non, puis un chien, tu peux pas y mettre quelque chose dans la tête puis dire regarde, c'est ça qui arrive puis tata. C'est un animal là. Eux autres aussi sont émotifs. Ben oui. Eux autres aussi ont vécu des traumatismes. Ben, ils sentent beaucoup plus que nous autres peut-être ou ils mentalisent moins en tout cas. C'est clair. Oui. Tabarouette. Non, mais... mais c'est extraordinaire. Il faut vraiment vivre l'expérience pour comprendre. Une séance... S'il y en a qui vivent rien la première fois, c'est pas grave. Essaye une autre fois, puis tu vas être dans un autre état d'esprit, tu seras pas en attente, et puis il va se passer quelque chose. Ben, c'est comme tu disais tantôt, Élie, c'est que chaque personne est différente, le système est différent. Oui. Donc, moi, si je fais une migraine, je vais prendre une Advil, mais parce que la Tylenol ne me fait pas, un autre, ça va être le contraire. La Tylenol va faire, puis Advil ne ferait pas. Notre système est complètement différent. Donc, j'imagine qu'avec la Blue Room, c'est la même chose. Oui, moi, ça peut faire effet... mal de tête. J'ai reçu quelqu'un cette semaine, elle n'a pas vu de changement. Puis pourtant, il y en a d'autres qui viennent, puis tout de suite, il y a un changement. Ça dépend tout le temps de la personne. Ça va y prendre peut-être plus de séances à ce moment-là. Oui, ou peut-être qu'il faut travailler ailleurs. Tu sais, des fois, c'est juste l'ordre dans lequel on le fait. S'il faut aller chez un ostéopathe avant ou faire décoincer quelque chose qui est plus physique, ben peut-être que c'est ça. Si on a un mal dedans, oui, ça peut soulager aller dans la Blue Room. Mais la carie, c'est le dentiste qui va réparer ça, là. Il faut quand même aller chez le dentiste. Oui, non, c'est ça. Puis comme je disais, c'est pas chirurgical non plus. C'est pas du jour au lendemain, c'est fini, là. C'est à la longue, parce que je sais pas combien de millions de cellules qui meurent. Je pense que c'est 300 millions de cellules qui meurent tous les jours. Ou toutes les minutes. Attends un peu, je l'avais noté à quelque part. C'est beaucoup, hein? Oui, en moyenne, attends un peu, ça c'est... Hein? Mais c'est comme les cheveux, ça repousse. 3 millions de cellules qui meurent dans notre corps à chaque minute. C'est ça, et il en ressent rien des nouvelles. Ben oui, puis quand elle meurt, elle transmet l'information par la lumière. Exactement. Donc, avec la lumière bleue, puis avec cette fréquence-là, c'est sûr que l'information qui va être véhiculée va être beaucoup mieux que si la cellule est complètement malade, puis elle retransfère l'information à la nouvelle cellule qui est malade. C'est ça, et c'est ça qui va faire en sorte que... c'est pour ça qu'il y en a que c'est certain, ça va prendre plus qu'une séance, mais une séance dure environ combien de temps? Ben, moi, je dis à peu près 45 minutes en tout. Mais il faut prévoir 1 heure, le temps d'arriver, de remplir les documents et tout ça s'installer. Il y a 22 minutes dans la Blue Room à peu près. Et 22 minutes dans le siège de sérénité. Parce que après avoir été dans la Blue Room, souvent, ça prend quelques minutes avant de revenir de cet état-là. Cet état-là, parce que oui, on peut aller dans un état de theta. Ben oui, exact. Oui, c'est ça. Comme si ça faisait longtemps qu'on méditait, puis on a besoin de revenir. Des fois, si je parle de mon expérience, des fois je sortais de là, puis ça va bien. Des fois, j'ai mal à la tête un peu, faut que je me repose. D'autres fois, wow, où la vie? Go, go, go! J'étais toute énervée. Il n'était pas question que je m'assoie dans le siège de sérénité. J'étais dans l'action, puis Puis il y a une fois, la dame à Saint-Sauveur a dit, je peux pas te laisser aller, t'es pas revenu. T'es pas là encore. Ça a pris 2 heures avant que je revienne.
Arrête donc. Mais ça, c'est bien rare. Moi, ça m'est arrivé juste une fois. Tu es une personne ouverte d'esprit, j'imagine, qui est déjà... tu as déjà quelque chose, toi, de différent sur quelqu'un. C'est peut-être pour ça que t'es pas revenu tout de suite, justement. Comme moi, dans mon cas, je pense que j'ai vraiment même chose. Je reviendrai pas, moi non plus. Moi non plus, je pense. Chose certaine, logiquement, on veut pas sortir de là tellement on est bien dans la Blue Room. C'est comme une espèce de cocon d'amour. On ressent vraiment comme une espèce d'amour, comme si t'es correct. Parce que le gros bobo de la société, là, c'est que on s'en demande trop. On est trop exigeant envers nous-mêmes, puis en plus de ça, on se culpabilise. Exact. Si on enlève la culpabilité, puis on fait juste dire, ben non, t'es correct. C'est correct, tu réagis du mieux que tu pouvais avec ce que tu as vécu, avec ton bagage. C'est correct. Juste ça, là, ça enlève la pression. Souvent, je dis ça. La pression, là, c'est pour les pneus. Pas pour nous autres. On est tellement à la va-vite aujourd'hui avec le travail, puis tout le monde court partout, tout le monde est pressé, tout le monde veut être servi hier. Et pourquoi? Je ne sais pas, j'ai de la misère, des bouts, j'ai de la misère à les suivre, ces gens-là, parce que moi, je suis dans mon instant présent aujourd'hui, fait que j'imagine que... Mais c'est ça qui fait qu'on a toujours une pression, une tension qui est toujours suspendue au-dessus de nos épaules, qui fait qu'on a besoin d'endroits comme ça. Cette pression-là. Ouais. Parce qu'on s'accroche aux valeurs de la société. Parce qu'on se décroche de nous-mêmes. Exact. Puis dans la Blue Room, on est capable de se raccrocher à nous-mêmes. On est capable de trouver notre soi, je dirais. De se reconnecter, se recentrer. Oui. Ben en fait, le Blue Room, il y en a un autre aussi que mon amie Sylvie Boucher a qui a parti ça avec Chantal Lufty. Lufty, je ne sais même pas si on doit le dire. Oui, ben je crois, l'ouverture n'est pas faite encore, mais ça s'en vient. Les prochains jours ou les prochaines semaines, c'est très, très bientôt. C'est ça. Il y a Sylvie Boucher, elle et Chantal appellent ça l'espace bleu. Oui. Ça va être à Blainville. C'est à Blainville, sauf que c'est probablement... Je pense pas que ça soit ouvert encore. Okay. Il y a aussi à Saint-Sauveur, qui s'appelle l'Univers bleu, qui est Linda Deroy, ça, c'était la première au Canada. OK. C'était elle qui a comme parti la grosse vague, là. Puis moi, je suis allée là, Sylvie est allée là. Et Linda, elle en a parti une autre aussi avec ses associés à Drummondville, qui est Arlène... Mansour, je pense, qui s'en occupe, c'est ça. Donc, il va en avoir 4 au Québec. Donc, OK, celle de Drummondville existe déjà. Oui, depuis l'été dernier. OK. J'ai justement entendu parler de celui-là hier soir. J'ai reçu un message pour dire qu'il y en avait un dans le coin de Drummondville. Quelqu'un avait été là. Oui, c'est le même propriétaire qu'à Saint-Sauveur. Okay. Les mêmes propriétaires, là, sont plusieurs associés. Et puis... je pense qu'il devrait en avoir une dans toutes les villes. Oui. Plus les gens vont aller dans la Blue Room, plus la conscience va augmenter, plus le bien-être et le calme va exister. C'est peut-être utopique de penser comme ça, là, mais j'y crois. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais, Élise, à quelle adresse se situe celui? Parce que toi, tu es dans la région de Saint-Nicolas. C'est quand même près de Québec. Fait que les gens de Québec... Je suis à 5 minutes des ponts. C'est ça. C'est à quelle adresse les gens doivent se rendre? Ou c'est quoi les coordonnées qu'on peut avoir? Parce que demain, tu as parlé aussi d'une journée porte ouverte demain. Yes. Oui, demain, je fais porte ouverte de midi à 17h. OK. Alors, l'adresse, c'est le 889 Marie-Victorin. OK. Sauf que, étant donné que la maison fait un coin de rue, l'entrée et le stationnement se trouvent par la rue des Érables. OK. Alors, ça va être bien indiqué. C'est la maison sur le coin de la rue. On prend la rue des Érables pour passer au commerce. OK. Est-ce qu'il y a un numéro qui peuvent vous rejoindre, ceux qui ne sont pas sûrs? Ou Oui, c'est le 418. Oui. 836 5171. OK. Alors, demain, ce que je vais faire, je vais montrer c'est quoi la Blue Room. C'est sûr qu'on ne pourra pas entrer dans la Blue Room, mais on va pouvoir la voir de l'extérieur. Okay. Et j'ai aussi deux autres services que j'offre. Il y a les lunettes Psyo. Ce sont des lunettes qui ont intégré un petit MP3 et les lunettes envoient de la lumière pulsée dans les yeux. Okay. Puis dans les rétines, on a des récepteurs qui est pas reliés au système visuel parce que même les aveugles les ont.
Et ça régularise les hormones, comme l'hormone du sommeil et tout ça. Donc, dans les lunettes, il existe à peu près 200 programmes, mais moi, j'en ai une centaine ici. Mais quelqu'un qui est épileptique ne peut pas... La seule contre-indication avec les lunettes Psio, c'est l'épilepsie. Parce qu'étant donné que c'est de la lumière pulsée, ça peut partir une crise. Mais ça, on le demande tout le temps. Donc, il y a des programmes antidépresseurs comme Retrouver la joie. Il y a des programmes pour la douleur chez le dentiste, préopératoire, post-opératoire, comment se débarrasser du sucre, de l'alcool, de la cigarette, des maux de ventre, la céphalée, la fibromyalgie. Il y a tellement de programmes. Il y a même comment se débarrasser d'une blessure d'abandon ou d'une relation malsaine avec un manipulateur. C'est incroyable le nombre de programmes qu'il y a dedans. Juste avec la lunette? Pardon? C'est juste avec la lunette, ça? Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs programmes. Wow! Oui, c'est un mélange d'hypnothérapie, de luminothérapie, de chromothérapie et de musicothérapie. C'est toutes des choses qui fonctionnaient très bien séparées, qui ont été regroupées dans un même appareil. Puis demain, je vais pouvoir gratuitement faire essayer 5 ou 10 minutes des mini-programmes. Et j'offre aussi le Neurospa. C'est un coussin qui envoie des vibrations acoustiques dans le corps avec la musique associée aussi. OK. Bien, justement, j'ai mis en commentaire sous le poster de nos invités d'aujourd'hui le lien de ta page, le portail bleu. Ceux qui veulent avoir des questions, vous pouvez aller, premièrement, liker la page, aimer la page du portail. Et toutes les coordonnées sont là-dessus, ceux qui veulent vous rejoindre. Parfait. J'aimerais répéter qu'il faut vraiment passer par la rue des Érables parce que si vous passez par la rue Marie-Victorin, vous n'aurez pas de réponse. OK. D'accord, c'est bon. Mais merci beaucoup, Élise. Ça fait plaisir. Ça a répondu à bien des questions qu'on avait. Je vais tirer une séance de Blue Room aussi demain parmi les invités qui vont venir me voir. Parfait. Et on n'a pas parlé de la conférence du Dr Mathieu Martinez. Oui, c'est vrai. Qui est le co-créateur de la Blue Room. Dr Mathieu Martinez, il a un doctorat en médecine et en chiropratie et il a co-créé la Blue Room. Donc, si vous avez des questions scientifiques un petit peu plus punchées ou touchées à cause du médical à poser, il va être au Québec parce qu'il vient de l'Équateur. La conférence va se passer en anglais, mais il va y avoir un traducteur qui est Dr Richard Bazin, qui est assez connu aussi à Québec, qui va traduire simultanément. Alors, ça va se passer le 16 décembre. C'est un dimanche après-midi à 13h30 à l'Hôtel Plaza. Encore là, les informations. Puis, c'est contribution volontaire. Donc, vous avez juste à vous présenter. Puis, idéalement, réservé pour savoir à peu près combien on va être. Mais j'ai réservé pour une bonne grosse salle là, parce que je sais qu'il suscite énormément d'intérêt. Oui, c'est intéressant, effectivement. Ça va être sur la page. Les informations sont sur la page. Parfait. Merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de passer aller voir ça. Ça, c'est sûr. Demain, si c'est pas demain, mais en tout cas, c'est clair et net que je vais aller jeter un œil là-dedans dans cette petite... je vous offre votre séance, ma chère madame. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Regarde, à la prochaine. Et si au pire, s'il y a des développements à un moment donné ou d'autres choses, on pourrait se réinviter, mais en ondes à la radio, peut-être en janvier, février ou dans ces coins-là. J'aimerais bien te revoir. On peut discuter un petit peu plus en profondeur là-dessus. Ça va me faire un grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. On s'en va à la pause et on revient tout de suite après. On est de retour, mais cette fois-ci, on parle aussi avec Jean-François qui est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François. Salut Carole, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Comment tu as trouvé les intervenants d'aujourd'hui? Hey, écoute, première des choses, là, dans l'ordre, l'entrevue avec Philippe Emmanuel, c'est quelque chose. Et ton invité qui vient juste de passer, écoute, la lumière pulsée, on s'aperçoit là que, je peux me permettre de dire la médecine douce, ça commence à se développer un petit peu plus. On trouve plein d'applications pour ça, mais moi, j'aimerais juste revenir sur, justement, moi, j'avais vu
Philippe Emmanuel, en conférence, là, quelque temps quand même, il avait présenté cette conférence-là à Montréal dans le cadre d'un événement du MUFON. Et d'ailleurs, je dois le féliciter parce qu'il a fait une excellente présentation. Et puis, c'était fort intéressant et il travaillait déjà très activement sur ce dossier-là. Et juste pour revenir, quand on regarde les témoignages, là, moi, j'ai étudié un petit peu les témoignages aussi que François Beaubois avait fait aussi dans le temps. Et il faut se rappeler qu'il y avait M. Ralbert Sterling, pardon, qui avait confirmé lui aussi avoir entendu des F-18 passer cette soirée-là. Donc, et à ce moment-là, il y avait quand même à peu près 7 ou 10 personnes alentour de lui, là. Donc, on le sait que les avions ont manœuvré en haut de la place Bonaventure. Et d'ailleurs, je rouvre ça encore. S'il y a des gens qui ont pris des photos cette soirée-là, si vous avez vu des gens qui ont pris des photos, parce que, bon, je veux dire des rumeurs, là, mais quand j'ai réétudié le dossier et j'ai réécouté les témoignages, spécialement celui du journaliste, il me semble qu'il avait mentionné qu'il y avait l'équipe médico-légale de la police, du SPVM ou de la GRC, sur toute réserve, là, qui ont pris des photos. Moi, ma question, je sais que il y a des gens qui se sont présentés pour prendre le document, parce que ces dossiers-là, ça s'en va aux États-Unis. Donc, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont des photos cette soirée-là. Si vous connaissez des gens, écoute, c'est le temps, là, OK? C'est le temps de parler. On travaille sur ce dossier-là. On va travailler en équipe. Et d'ailleurs, s'il y a des gens, tantôt, tu as fait un appel à témoins, gênez-vous pas. Contactez Carole, contactez-moi, contactez Emmanuel, le MUFON. Tous vos témoignages vont se faire d'une façon privée. Ils vont tous se rendre à la bonne endroit, justement. En bon endroit, en bonne uniforme. D'ailleurs, on a une très bonne collaboration avec le MUFON aussi. Donc, si vous savez quelque chose, si vous voulez témoigner, si vous avez de l'information pertinente pour ce dossier-là, s'il vous plaît, contactez-nous. On va le faire dans une complètement privée. Ayez pas peur de témoigner. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis toutes les informations vont être dirigées aux personnes à la bonne ressource. Ça va être pris au sérieux. Absolument. Et ce dossier-là n'a pas fini, d'après moi, de faire couler de l'encre. No. Puis ça va continuer. Puis d'ailleurs, juste un petit mot personnel sur Christian Page. Moi, j'avais écrit un mémo sur sa page. J'avais dit, parce que lui-même avait dit dans ses entrevues, dans sa série, que c'était un cas le mieux documenté au Québec. Et c'est drôle parce que moi, je pense que oui. Tu sais. Puis là, cette année, pour le commémorer l'événement, j'avais laissé un post. Puis il m'avait dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu dis, il n'y a aucune preuve de ce que tu as fait. Puis encore là, on voit qu'il défait certaines choses, certains points des gens. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi il y a une telle réaction de sa part. Et d'ailleurs, parce que ça donne pas d'un point de vue journalistique, ça donne pas une très, très bonne réputation, premièrement, sur la personne. Et quel en est-il des témoins qui s'avancent de bonne foi pour témoigner? Après ça, on se demande pourquoi que le monde a peur, puis que le monde ne veut pas collaborer sur des enquêtes comme ça. Et l'ufologie devient de plus en plus sérieuse. Les ufologues savent que c'est extrêmement touché. On essaie d'être le plus prudent dans notre travail. Donc, je pense que, tu sais, un petit peu de rigueur journalistique, là, ça ferait pas de mal à personne. Puis en bout de ligne, c'est juste à lui que ça lui fait du mal. Puis c'est poche. Puis le témoin, en bout de ligne, il reste seul dans son coin, puis il reste avec. Puis vous savez, là, c'est un très bon exemple. Là. Vous voyez à quel point que les détails peuvent faire toute la différence dans un témoignage. Clairement. On a une très, très bonne on a un très bon exemple aujourd'hui. Donc, encore une fois, félicitations à Emmanuel. Moi, je dis Emmanuel, mais dans le fond, c'est Philippe. On a composé. Philippe Emmanuel, excuse-moi, pour son excellent travail sur ce dossier-là. Et je suis très impatient de voir comment ça va se conclure. Bien, je ne sais pas si ça va se fermer un jour, ce dossier-là, parce que je pense qu'il va rester ouvert à vie, parce qu'il y a tellement de témoignages qui ne sont pas entendus encore. Il y en a qui n'osent même pas, parce que justement, regarde ce que ça a donné avec
Un paquet de noms que je ne moi, nommerai pas, ça change d'idée comme ça change de chemise. Fait que c'est plus... La manière qu'ils ont traité M. Masson, en fait. Oui, aussi. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Rien qu'un peu. Ouais, je me mets à la place du monsieur. J'aurais pas le goût de dévoiler à d'autres ce que j'ai vu puis ce que j'ai entendu après avoir été traité de cette manière-là. Je peux très bien comprendre les témoins qui osent pas puis qui ont peur parce que justement ils se sentent comme ridiculisés à quelque part, veut pas. Là. Mais moi je me rappelle. Oui. Moi, je ne vais pas t'interrompre, mais je me rappelle avoir vu pendant la conférence, je ne vais pas nommer de nom, mais un jeune, peut-être dans 20-30, là, qui a été un témoin de ce phénomène-là, que lui, c'était dans un parc, il sortait chez lui, je pense qu'il était dans un parc, qui a observé l'OVNI. Et clairement, des années plus tard, il était encore, je ne vais pas peser mes mots, là, traumatisé, tellement qu'il en shakeait quand il témoignait là, devant la caméra. Donc, on voit que ce phénomène-là a un impact tellement grand sur un témoin. Ben oui. Je pense que la moindre des choses, c'est d'avoir un petit peu de respect pour les gens sur qui travaillent. Ben, tu sais, tantôt, mon ami PY, l'animateur juste avant moi, il dit « J'aimerais ça, moi, voir ça, mais je suis pas sûre que ça te tenterait d'en voir un. » Je suis pas sûre. Ouais, c'est quelqu'un qui... Il y en a qui veulent voir parce que je pense qu'ils veulent croire, en fin de compte. Ils veulent voir pour croire. Ils veulent voir pour le croire. Mais, en fin de compte, si ça arrive, là, qu'une affaire de même redébarque, parce que ça va revenir. Là. S'ils sont venus une fois, c'est clair. Mais de toute façon, ça a déjà été vu ailleurs. Pas seulement au-dessus de Montréal. Ça a été vu en Gaspésie. J'ai des amis comme Josie qui a été témoin de ces phénomènes-là, d'aussi grosse envergure que ça. Puis, je me dis, crème, c'est pas des choses qui ont été rendues publiques, mais là, étant donné que ça se passe au-dessus d'un centre-ville et qu'il y a plusieurs, ils savent, le monde, qu'il y a plusieurs témoins, c'est pas tous des fous, là. C'est clair. C'est pas comme si on n'aurait pas d'autres observations en haut du centre-ville dans les années 90. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Oui. Okay. Moi aussi, je vais présenter quelque chose avec mes deux témoins là, qui sont venus au congrès. Il y a encore des ovnis qui ont été vus dans les années 90 en haut, proche de la place Bonaventure. Donc, vous voyez, là, les années, on commence à faire des liens. Je ne dis pas que c'est relié directement à ça, mais je dis juste que je dois le prendre en considération, vu qu'on a une belle preuve vidéo. C'était-tu la journée avant, après, ou la même journée? Donc, c'est ça, j'étais plus sûre. C'est 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Dans le même secteur. T'es sûr que c'était... Ah, j'étais sûre que c'était la même année, moi. C'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas de 90, 95, là, en gros, là, il y a beaucoup de cas qui ressortent comme ça à Montréal. Puis là, on se rend compte que peut-être qu'on aurait, je parle pour moi, là, je veux dire, peut-être que si on a eu une deuxième vague, puis qu'on est en train de s'en rendre compte. Tu sais, je dis ça juste comme ça. Puis tu sais, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin, là, tant qu'à tourner le couteau dans le pied. Vu qu'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de témoins, moi, tu sais, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Pourquoi autant de personnes? Puis, ça se pourrait-tu qu'il y a eu peut-être des enlèvements là-dedans? Tu sais, je fais juste ouvrir une petite parenthèse. Il y a des théories mais il n'y a rien... Il y a des théories qui sont là-dessus. Mais encore là, c'est ça? C'est pas ça? Je ne sais pas trop. Je serais curieux, moi, de poser la question s'il y a des gens qui pensent peut-être avoir été enlevés. Tu sais, ça viendrait juste comme... Ça viendrait peut-être juste faire... Tu sais, comme... On peut pas juste avoir un avis. Il faut quelque chose qui se passe. Ça, on le sait en ufologie, là, il y a toujours une raison du pourquoi. Même si la première observation semble être anodin, il y a un vaisseau qui est là. Mais on le sait quand on prend du recul dans un dossier qu'il y a toujours quelque chose qui cache quelque chose en arrière de ça. Donc, moi, je pose la question aujourd'hui officiellement. Il y a des gens, peut-être que des missing time par rapport à la place Bonaventure. C'est ça, je pensais, les missing time. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus, mais que les gens, comme ils se rappellent pas de l'aventure qu'ils ont vécue, si on peut dire ça comme ça, là, ils ont pour le dire, il s'est rien passé, mais s'il y a 2 heures de perdu, 3-4 heures de perdu à quelque part dans le vie, ben c'est un signe aussi. Très significatif et ça serait extrêmement intéressant de voir dans cette direction-là. Parce que là, présentement, au niveau des évidences, on sait qu'il y a d'autres photos qui ont été prises, on sait qu'il y a des avions qui ont passé. C'est confirmé que c'est un objet. Écoute, j'ai le dossier devant moi, là. Le fameux dossier là, du Gannett Times. Details surrounding a large stationary aerial object above Montreal.
par M. Richard Hines et Bernard Guénette. Donc, est-ce qu'on a vraiment à faire la conclusion sur ce cas-là? Ben non, je sais que c'est un gros objet, ça flottait en haut de Montréal, ça émettait de la lumière, c'était physique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On peut-tu chercher un petit peu plus loin à ça? Ton chien vient de sonner le système d'alarme. Justement, l'émission va prendre fin dans quelques minutes. Mais Jean-François, je te remercie d'avoir été là. Je vais être obligée de ton chien s'est arrêté, là? Oui. Parce qu'on entend juste ça. Justement, là, j'ai un message à faire à tous les wannabe enquêteurs. Je me dis que si tu connais pas ça et que tu te penses enquêteur, mais que tu n'as aucune formation, ferme ta boîte. Parce que arrête de parler pour dire des niaiseries ou du n'importe quoi. Puis ça fait juste nuire à ça. Puis arrêtez de croire à tout ce qui peut être fake, parce qu'il y en a énormément. Mais sur ça, c'est mon petit côté plate, là, quand je dirais que... Rapide, si vous avez de l'information concrète, là, il faut qu'on travaille. Tu sais, on a 70 ans d'ufologie derrière la cravate. Bien, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Si j'ai de l'information, c'est plate, hein? Moi, mon ego, elle va rester de côté. La place Bonaventure, c'est pas mon cas. Je vais pas me péter bretelles, dire, j'ai travaillé sur ce cas-là. Il y a un enquêteur qui a fait un bon travail dessus. Ça serait très intelligent de dire, moi, j'en ai. Moi, je m'occupe de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, tout sur la place Bonaventure. Ben, gars, je te donne l'information, puis c'est toi qui es le leader là-dessus. Puis que ce soit la QU, le moufon, c'est de donner à celui qui fait du bon travail. On donne à César ce qui revient à César. C'est comme ça qu'on fait évoluer le dossier. Et voilà, Jean-François, il faut qu'on se laisse là-dessus. Parce que, justement, l'émission se termine. On va avoir Codef 3.0 dans quelques instants. J'ai Martine aussi. Merci, Jean-François. Je te laisse là-dessus. OK. Bye-bye. J'ai Martine. T'as le micro est ouvert? Allô, c'est Manon. Manon. Voyons, encore, Martine. Pourquoi je t'appelle, Martine? Mais oui. Alors moi, je vais encore jouer à Martine à la radio. Je comprends pas, moi. On va fouiller ça. Peut-être que dans une autre vie, je m'appelais Martine. Puis en plus, ton micro était mal ouvert. J'avais même pas ouvert le bon. Allô, Moses d'affaires. Ça va bien? Ben oui, toi. Ça passe vite. Martine à la plage, Martine à la radio. Moi, je vais faire Martine à la radio. Ben oui, c'est Manon. Pourquoi? Pourtant... Écoute, toi, tu vis dans un monde parallèle. Ben, ça doit être ça. Peut-être que tu vois quelque chose que la majorité des gens ne voient pas. Exact. Je ne sais pas encore. Ça doit être ça. Quand tu découvriras le pourquoi du Martine, tu m'informes, tu ne pas de me le dire. Je ne décroche pas de ce nom-là. Je la comprends pas. Je fais la même erreur à toutes les semaines. Il y a des choses inexpliquées comme ça. Puis écoute, je sais pas, tu incarnes tout ça de bord en bord. Alors un jour, tu sauras m'expliquer peut-être le pourquoi du comment. Ben oui. De quoi on va parler aujourd'hui à ton émission? Aujourd'hui, on parle de la vraie vie. Ah? Je trouve que c'est une belle continuité avec ce que tu as parlé aujourd'hui. Ben oui. On va parler de la vraie vie, des plaisirs puis des défis au quotidien que ça peut représenter. Ben oui. Et à travers ça, on va vous amener l'actualité, on va vous amener la météo, on va vous parler de plein de choses. Des choses de la vraie vie. La vraie vie. Les vraies affaires. Oui, la vraie vie. OK. Ben, en tout cas, je te souhaite une bonne émission. Sur ce, Manon, je te remercie d'avoir été là avec moi en studio. Ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, je remercie aussi Philippe Emmanuel. Qu'est-ce que j'ai avec les noms aujourd'hui? Philippe Emmanuel Faure de MUFON qui était avec nous au téléphone avec son témoignage de Patrick. Jean-François, je remercie encore à nouveau. Je remercie aussi Élise Lebel qui est pour le portail bleu. Tous les liens sont sur le commentaire en Facebook sous le poster. La semaine prochaine, je reçois assurément Éric Zurcher de Nice dans le coin de l'Italie. Et probablement Gilles Thomas qui va l'accompagner. Tout dépend si tout le truc des gilets jaunes qui se passe en France, c'est quelque chose de gros là, qui se passe là-bas. Il y a des explosions un peu partout, la colère. Bref, c'est ça, c'est quelque chose ça aussi. On aimerait mieux que ça soit pas la vraie vie. Non, c'est ça. On aimerait mieux voir ça dans les films. Mais t'as vu passer ça? C'est fou. C'est fou, tu dis? Ça, je comprends pas. Je dois avouer que c'est vraiment quelque chose qui est inexpliqué pour moi. Mais c'est ça. Il y a d'autres moyens de faire comprendre les choses aux gens, je pense. Là, s'il y en a un qui va me donner un petit coup de pied dans le derrière pour sortir.
c'est le gars de la mise en onde de Codec. Oui, il là, attend que je me lève. Il attend que je me lève de ma chaise, puis là, il me fait non. Bon, ben, va-t'en là, bon, bye! non, reste ici, je connais pas ton setup. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne émission. Manon. Merci, Carole. Pèse sur le piton. Bye-bye.